Bonsoir à tous. Je vais vous dire quelques phrases avant de vous présenter les 4 personnalités qui sont à mes côtés. Je m'appelle Laurent Guez, je dirige Enjeux les Échos, c'est le magazine du quotidien Les Échos, et qui s'est fixé une ligne de conduite qui est de surveiller et d'accompagner tous les mouvements profonds de transformation de notre économie. C'est pour ça que ça me fait bien plaisir d'être avec vous ce soir sur ce sujet-là. On va évoquer ce soir principalement un thème qui est le dialogue social et les formidables progrès qu'il permet de réaliser lorsqu'il est équilibré, adulte, responsable, apaisé, comme l'a dit tout à l'heure Hubert Duménil. Et plus précisément, on va détailler ensemble le modèle suédois pour en tirer peut-être, ou pas, quelques leçons. Le modèle suédois, on en entend vaguement parler avec des mots comme ça qui viennent à l'esprit. C'est intéressant de le creuser, pas seulement d'en entendre un peu parler. C'est toujours intéressant d'ailleurs de creuser les sujets. Je ne sais pas, c'est une question, si c'est bon signe quand un pays, en l'occurrence la France, se cherche sans cesse des modèles. En Allemagne, au Canada, en Suède. Je ne sais pas si d'ailleurs ces pays-là, qui ont réussi profondément à se transformer, avaient eux-mêmes, à ce moment-là, au moment où ils se sont modernisés, transformés, ils avaient eux-mêmes leur propre modèle. À regarder dans le passé ou ailleurs, dans la géographie ou dans l'histoire, et se trouver des modèles qui les inspirent. Peut-être que parfois, le progrès se fait tout seul. En tout cas, je ne sais pas donc si c'est une bonne chose que nous soyons en quête de modèles en France. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce pays-là, c'est vraiment intéressant, quoi qu'il en soit, de regarder comment il s'est transformé. Je vous invite à découvrir, après notre réunion, la note qui est signée d'Émilie Bourdu, de la Fabrique de l'Industrie. Je vous invite à la regarder en profondeur. On va essayer de vous en donner la substantifique moelle, comme on dit. Et surtout, on va en parler pour essayer de voir les ponts entre la Suède et peut-être la France. Alors, pour débattre ce soir de ce sujet, j'ai 4 éminentes personnalités autour de moi que je vais vous présenter peut-être par ordre alphabétique pour ne pas faire de bêtises. Tout à fait à gauche, Jean-Paul Boucher. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT Cadre. Vous êtes également le président de l'IRES, qui est un institut de recherche, comme son nom l'indique, en économie et en social. Donc c'est l'institut de recherche des syndicats, on peut dire. Et je crois que vous avez beaucoup réfléchi aussi à ce modèle dont on va parler. À ma droite, Louis Gallois, qui a plusieurs casquettes. Peut-être ce soir, vous êtes surtout là comme commissaire général à l'investissement, donc en charge de ce qu'on appelle les investissements d'avenir, mais aussi comme ancien président de ADS, de la SNCF précédemment, et vous êtes quand même le patron, le président de la Fabrique de l'Industrie. Après, on va discuter. Il a déjà envie de parler. Son Excellence, Monsieur Gunnar Lund, vous êtes l'ambassadeur de Suède en France. Et évidemment, on va beaucoup se tourner vers vous, on voudra vérifier toutes les assertions sur l'exemple suédois. Et enfin, tout à fait à ma droite, à table aujourd'hui, Jean-François Pillard, vous êtes le délégué général de l'UIMM, donc les professions de la métallurgie. Vous êtes un fin connaisseur de l'industrie, vous avez vous-même été industriel, notamment chez Schneider. Vous êtes par ailleurs président de la commission sociale du MEDEF et président aussi à ce titre de l'UNEDIC. Voilà pour, si je puis dire, notre casting. On va tout de suite rentrer dans le sujet avec vous, monsieur l'ambassadeur. On va vous demander un travail que j'aurais pu faire, mais moins bien que vous. C'est finalement nous dire en quelques mots quelles sont selon vous les principales réussites de ce modèle suédois. Merci et permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'avoir invité, j'apprécie beaucoup. Et permettez-moi de dire aussi que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce rapport, cette note. Et c'est une note tout à fait remarquable, à mon avis, qui donne toutes les réponses que vous voulez sur le modèle suédois, si un tel modèle existe. Je pense que oui, bien sûr, je suis l'ambassadeur de Suède en France, il faut rester modeste, et
Et on parle très souvent d'un modèle suédois dans le débat français. Ça me flatte, ou ça flatte mon pays, mais ça me rend un peu gêné aussi de temps en temps. J'ai l'impression parfois que les Français aiment bien ou ont besoin d'un paradis quelque part, par préférence assez éloigné pour qu'on ne puisse pas vraiment tester ces théories. Mais en réalité, je pense que le modèle suédois actuel offre quelques leçons. Et je dis le modèle actuel parce qu'on fait dans le rapport, d'une façon tout à fait juste et correcte, une distinction importante entre le modèle suédois né dans l'après-guerre, dans les années 50-60, pendant nos 30 glorieuses en Suède, qui était peut-être particulièrement glorieuse, étant donné que nous sommes sortis de la guerre pratiquement indemnes. Ça, c'était très important. Mais ça, c'est le modèle classique devenu après le modèle économique et social européen, je dirais, c'est-à-dire avec basé sur une économie du marché, mais une répartition plus équitable des fruits de la production et un État-providence assez généreux, mais toujours avec la base dans une économie efficace pour justement produire les fruits nécessaires. Rentrez un peu dans le détail, si vous voulez bien, monsieur l'ambassadeur, parce que cette efficacité-là, elle tient à quoi? Est-ce qu'elle tient, d'après vous, en partie à l'histoire ou à une culture suédoise que peut-être vous pouvez nous essayer de nous faire toucher du doigt? Qu'est-ce qui fait finalement qu'il y a davantage de consensus sur, par exemple, le sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est la défense de la compétitivité, à la fois des entreprises et du pays en général? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Tout d'abord, il ne faut pas, ce qu'on fait souvent en France, on exagère un peu, à mon avis, le côté consensuel de la culture politique suédoise, comme si on vivait dans ce flou consensuel permanent, sans conflit ou contentieux politique. C'est pas vrai. Nous vivons dans une démocratie très vive, avec des affrontements parfois pas violents, mais quand même durs entre les différents camps politiques. Mais ce que nous avons, pour essayer de répondre à votre réponse, je pense que il y a certains aspects de notre culture politique qui sont très importants, et il faut remonter aux années 30, en fait. C'est de nouveau, on le fait très bien dans le rapport, mais ça, c'est essentiel. Alors ça, c'est 38, l'accord de Salzgieu-Baden. Corrigez mon accent. Ça, c'est tout à fait fondamental dans notre histoire politique et économique, parce que c'est le moment où la social-démocratie, ou le mouvement ouvrier en Suède, fait un compromis ou un deal, si vous voulez, avec les intérêts industriels du pays, où on accepte du côté du mouvement ouvrier, on accepte entièrement que l'économie du marché forme la base de notre société. C'est-à-dire, on a fait, à cette époque-là, chez nos sociodémocrates, le Bad Godesberg qu'a fait les Allemands dans les années 50 et qu'on attend. Je ne sais pas si on est en train de le faire en France. Il y a tout un débat là-dessus. Ce sera un bon sujet. Mais ça, c'est tout à fait important. C'est-à-dire, à l'époque, la social-démocratie devient entièrement réformiste et pragmatique, mais en contrepartie, les intérêts industriels acceptent une ambition très accentuée pour un État-providence, c'est-à-dire une protection sociale très généreuse ou très solide. Et c'est ce compromis-là qu'on a fait dans les années 30 qui rend possible ce climat dans les années 50, 60 qui règne, et qui fait qu'il y a là, bien sûr, des affrontements politiques, mais en même temps un consensus assez fondamental sur
le caractère et l'encadrement de l'économie et de la société. Et bon, on revient après au stade ultérieur, parce que nous avons vécu des années très difficiles dans les années 70 et 80, et finalement nous avons eu une crise très très profonde, très grave, économique et financière, début des années 90. Mais c'est là, et c'est cela qui, je pense, représente un intérêt, surtout en France aujourd'hui, c'est après cette crise-là, ou à cause de cette crise-là, ou grâce à cette crise-là, nous avons pu réformer, simplifier, rationaliser, rendre moins cher l'État-providence et tout ce qu'on avait construit. Et c'est ce modèle rené de suédois qui présente aujourd'hui un grand intérêt, je pense, ou devrait le faire en France. Et là, on peut discuter après différentes réformes qu'on a fait et qu'on devrait peut-être faire en France. Merci pour ce premier tableau. Jean-François Pillat, est-ce que vous pensez que la situation qui est la nôtre en France pourrait ressembler d'une certaine manière à ce que l'ambassadeur racontait des années 80 puis 90, très dur pour l'économie suédoise? Et est-ce que vous rêvez parfois qu'on soit prêt pour un nouveau dialogue social? Incontestablement, quand on regarde les caractéristiques finalement de notre économie et celles de la Suède en 1990, on retrouve un certain nombre de points de similitude, puisque à l'époque, en Suède, le niveau des dépenses publiques était extrêmement élevé. La France est un pays dans lequel on bat les records, puisqu'on a pratiquement pas loin de 57% du produit intérieur brut qui est consacré à la dépense publique. Deuxième élément, me semble-t-il, qui nous ressemble, mais à quelques années de différence, c'est qu'on est un pays qui a la caractéristique d'avoir une protection sociale avec 4 branches qui, toutes les 4, sont en faillite structurelle et représentent à peu près 650 milliards d'euros qui sont financés faillite à 73%. Vous y allez fort. Hein. Qui sont financés à 73% par des cotisations finalement en provenance des entreprises, que ce soit par le biais des cotisations employeurs ou des cotisations salariées. On y reviendra, on commence à progresser à travers l'accord national interprofessionnel du mois de janvier sur ce qu'on appelle la flexisécurité, mais qui, il y a encore quelques temps, faisait partie des gros mots du vocabulaire français, ainsi que surtout la partie flexi, ainsi que celui de la compétitivité. C'est des mots qu'on ose à peine prononcer, sauf dans des cercles restreints. Donc, et puis par ailleurs, peut-être dernier élément qui me frappe à quelques années de distance, c'est que la France va réouvrir pour la énième fois cette année la réforme des retraites, faute d'y avoir apporté des solutions efficaces. Donc c'est vrai que 90, aujourd'hui 2013, on retrouve un certain nombre de points. La grosse différence, c'est que le pays, la Suède, a maintenant résolu l'ensemble de ses problèmes, ou en tout cas a bien avancé sur ses problèmes, en tout cas par rapport à nous, et affiche une croissance qui paraît extrêmement intéressante. C'est-à-dire, moi, quand on m'a parlé pas non plus mirobolante, mais par rapport à la déflation ou la récession européenne, j'ai les chiffres. Ils ont fait une croissance de plus 0,6 au premier trimestre 2013. Les comptes publics sont excédentaires depuis 1998. La dette publique a reculé de 72,8 à 38,2% du produit intérieur du produit intérieur brut, et le taux de chômage est nettement inférieur à celui de la France. C'est pas un pays émergent, mais disons qu'il y a une résilience. Quand j'ai commencé à regarder cet ouvrage tout à fait passionnant, avant de me poser la question du dialogue social, j'ai regardé la performance de ce pays, que je connais par ailleurs, parce que quand je travaillais chez Schneider Electric, nous avions des opérations dans le nord de l'Europe et notamment en Suède, et donc au-delà de la théorie, j'ai eu l'occasion d'expérimenter de façon très pratico-pratique finalement le climat. Alors le dialogue social. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on est à un moment peut-être historique où la France est prête pour ce grand changement? Je pense qu'on est à un moment charnière.
Parce que finalement, on est un pays, c'est Crozier qui l'expliquait très bien, on est un pays dans lequel finalement on ne progresse que quand on est en crise. Quand les choses se passent à peu près normalement, il y a une espèce de refus systématique du changement. Si on essaie d'être optimiste, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la majorité de nos concitoyens sur la nécessité de faire évoluer finalement un certain nombre de thèmes que nous venons d'aborder. Ça, c'est le bon côté. Le moins bon côté, mais peut-être que ça changera dans quelques jours. On verra comment va se passer la conférence sociale. La conférence sociale. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à un moment où plutôt l'ensemble des acteurs de la vie politique et sociale devraient se rassembler finalement en oubliant leur dogmatisme pour aller vers une forme de pacte qui permettra à notre pays de faire face à cet environnement extraordinairement difficile et assez dramatique quand on voit le chômage. J'ai malheureusement l'impression qu'on est encore sur des postures qui restent éminemment, je dirais, traditionnelles et classiques. Par exemple, le rapport de Yannick Moreau sur les retraites vient de sortir. Avant même d'en connaître le contenu, chacun explique que tout est intéressant dès lors que ça ne le concerne pas. Donc, en partant de ce principe, ça rend difficile les progrès. Mais à nouveau, je pense qu'on a, si on sait les exploiter, des bases et un contexte intéressant. Juste pour terminer cette intervention liminaire, quand vous avez introduit la séance, vous faisiez part de votre interrogation ou de votre inquiétude sur le fait qu'on s'intéressait à des modèles différents. Moi, je dirais que je trouve ça extraordinairement rassurant et encourageant, parce que finalement, quand on est dans des périodes difficiles comme celles qu'on connaît, la société a plutôt tendance à se replier sur elle-même, et on retrouve très rapidement finalement des réflexes de village gaulois. Le fait qu'on s'intéresse, et je trouve que la fabrique de l'industrie qu'on a largement portée avec l'UMM, nos collègues du groupement des fédérations de l'industrie et le cercle de l'industrie, je trouve que avoir des lieux justement de réflexion et d'échanges ouverts nous donne des opportunités extrêmement intéressantes de progression. Il n'y a rien de pire que le repli sur lui-même. Donc vous voyez, des opportunités d'un côté, des risques de l'autre. À nous de voir comment, en s'inspirant de ce modèle, on sera capable, je l'espère, de basculer dans le bon sens. Alors Jean-Paul Boucher, là on vient d'entendre un des plus importants représentants patronaux, puisque Jean-François Pilliard s'occupe de la négociation sociale pour le MEDEF. Vous êtes... on aurait pu prendre un représentant des salariés plus difficile que vous, puisque la CFDT, vous êtes le patron de la CFDT cadre, mais joue généralement plus le jeu que d'autres, si je peux me le permettre. Et on a évoqué tout à l'heure l'ANI, ou l'accord du 11 janvier, comme on l'appelle, sur la flexi-sécurité. Vous avez signé. Donc on n'a pas à cette table les plus difficiles à convaincre, peut-être. Mais pourtant, vous n'êtes pas obligatoirement d'accord avec tout. Est-ce que, de votre côté, vous avez entendu Jean-François Pilliard, vous avez entendu l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que cet exemple suédois, on a tous lu cette note fort intéressante, il y a des choses à en tirer, et est-ce qu'on est, en France, même question un petit peu, à un moment où à peut-être prendre ce chemin-là? J'ai lu avec beaucoup d'attention également cette note, et puis j'ai relu un certain nombre d'études qui ont été réalisées effectivement sous l'égide de cet institut de recherche. Il y en a une entre autres qui date de 2008. Je me permets de lire la conclusion quand même, parce que c'est fort intéressant. Donc les chercheurs concluaient de la manière suivante: la Suède... Alors, l'étude s'appelait « La Suède à la recherche de son modèle social » et qui disait les réformes successives entreprises depuis les années 90, donc ça correspond à ce que disait l'ambassadeur, ont créé un cadre institutionnel favorable à l'émergence d'une flexibilité négociée et au retour à une croissance équilibrée de l'activité économique et de l'emploi. Ces développements renforcent la cohérence du modèle suédois. Elle a su tirer son épingle du jeu dans la mondialisation et jeter les bases d'une prospérité et d'une justice sociale durable. La fin, c'était toute la question est de savoir si cette refondation réussie pourra résister à l'épreuve du temps. 5 ans après, en 2013, est-ce qu'il y a un acteur, et pas simplement d'ailleurs syndical ou politique, qui pourrait dire finalement ça n'a pas bien résisté au temps 5 ans plus tard? Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas eu des évolutions, mais ce n'est pas inintéressant. Et d'ailleurs, l'ouvrage donne la parole à un syndicaliste suédois qu'on connaît bien,
donc Stuart Snorts, qui est le président de TCO, et je le cite, hein, il dit lui-même « Ce modèle a permis d'offrir à l'immense majorité de la population un niveau de vie élevé et de meilleures chances, tout en garantissant une plus grande efficacité et rentabilité des entreprises. » Ce n'est pas un politique qui parle, ce n'est pas un employeur non plus, c'est un représentant syndical. Alors voilà, simplement... Et vous pourriez faire ce genre de déclaration? Alors, je pense que ce serait un peu difficile. Pourquoi? C'est intéressant parce que vous êtes de bonne foi, vous êtes honnête, on le voit, ça, oui, ça respire, votre que, visage respire ouais, ça. Au-delà de la vous question, dites c'est pas facile. Alors, parce qu'au-delà de la question de la posture, puisque vous allez sur ce terrain-là, ce qui fait la singularité effectivement de ce modèle, sans doute par rapport au nôtre, c'est d'abord le pragmatisme et la responsabilité des acteurs. Et moi, je voudrais beaucoup insister sur cette question-là. Quand on dit ils ont mis 15 ans, effectivement, pour trouver un système et donc un consensus sur le système de retraite, 15 ans, c'est un temps long. Donc cet apprentissage, quelque part dans la durée, j'irais des réformes, c'est quand même quelque chose, qui marque ce modèle. Quand on dit le pragmatisme, c'est-à-dire que le pragmatisme, au sens de l'efficacité des dispositifs, l'emporte sur les postures. La posture, c'est ce qui consiste à dire, avant même qu'un rapport soit effectivement rendu public ou qu'il ait été remis entre les mains des partenaires sociaux, là, il y a ça qui ne va pas, ça, j'en touche pas à ça, je ne touche pas à ça. Ça, c'est des questions de posture. Je pense que dans ce modèle, il y a d'abord une question de pragmatisme. Et d'ailleurs, moi, je ferais volontiers une proposition pour casser quelque part, ces logiques de posture, c'est que le premier quart d'heure ou la première demi-heure ou la première heure de toute négociation, y compris nationale, interprofessionnelle, pose la question, qui est le bénéficiaire final? C'est une bonne question. Qui est-il? Et quand on négocie sur la retraite complémentaire, c'est qui? C'est le retraité d'aujourd'hui, c'est le retraité de demain, c'est l'actif d'aujourd'hui ou c'est l'actif de demain? Ces questions-là... Est-ce que vous sous-entendez que c'est pas win-win, comme on dit? C'est qu'il y a des gagnants et des perdants? Non, c'est pas le cas. Ce que nous disent les syndicalistes suédois, c'est que c'est d'abord la question de l'efficacité, finalement. Alors, quand je dis le bénéficiaire final, ça peut être un salarié, ça peut être un travailleur, ça peut être un demandeur d'emploi. Mais cette question-là est essentielle. Ce souci de l'efficacité... Quand on a signé cet accord, finalement, au-delà, effectivement, des postures, il y en a qui signent, il y en a qui ne signent pas, on a toujours dit, mais la position de la CFDT, c'est que ça apporte un plus pour les salariés. D'abord. Alors, c'est avec aussi à l'épreuve du temps, je dirais qu'on pourra dire si, effectivement, ça a apporté un plus, mais ça, je crois que c'est quelque chose qui est éminemment important, en propos liminaires. Donc, ce que vous vouliez dire, c'est que tous les acteurs, chez nous, ne sont pas aussi responsables et... C'est clair. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, et je ferai même à la limite une autre proposition. Mais vous visez qui? Mais je ne cherche pas à désigner des coupables. Je dis simplement, c'est pour comprendre, c'est pas pour si on veut accuser. être autour de la table dans des postures, d'acteurs responsables, la question de l'externalité, quelque part, y compris chiffrée. N'essayez pas de m'embrouiller, hein, je vous ai posé y compris pour les générations futures, est-ce que c'est une question qu'on met dans le jeu du dialogue social et de la négociation? C'est une vraie question. Pour l'instant, à celles auxquelles j'ai participé et celles auxquelles ont participé mes petits collègues, la réponse est plutôt négative. Bien. Donc je pense que cette posture... Quand on dit le temps long, ça veut dire qu'il faut effectivement se projeter sur ce temps long. Vous avez parlé de la compétitivité. Moi, je veux bien qu'on parle pendant 1 heure de la compétitivité hors coût, hein, parce que les Suédois sont les modèles de la compétitivité hors coût, quelque part. Quand on voit effectivement, parce que Jean-François Pillard a cité certains chiffres, quand on voit effectivement les taux... effectivement d'investissement à R&D, ça veut dire que les politiques de redistribution de la valeur ajoutée font l'objet d'une véritable concertation, voire d'une négociation. Aujourd'hui, on n'en est pas là aujourd'hui dans ce pays encore. Hein. On n'en est pas là. Et quand on fait des analyses comparées sur les 30 dernières années, on dit « Ah, attendez, entre capital et travail, finalement, ce sont les salariés qui ont trinqué. » Non, il y a des actionnaires qui ont peut-être été des bénéficiaires, il y a aussi les salariés qui ont été bénéficiaires. Par contre, il y a souvent eu un perdant, ça a été l'entreprise de salariés et ses activités. Et donc la pérennité de ces mêmes activités. Là, je crois que cette note, de ce point de vue-là, elle est relativement exemplaire, parce qu'on voit bien que la redistribution, elle a joué aussi en faveur de l'entreprise de salariés et en faveur de l'activité. Qu'est-ce que vous appelez l'entreprise de salariés? C'est pour faire la différence avec la société de capital, tout simplement. Mais c'est pas écrit dessus. Non, c'est pas écrit dessus. Et comment vous les reconnaissez, vous, alors? Non, cette logique de moi, c'est un peu mon job. Je les ai jamais réussi à faire les deux paquets. Hein. Et ceux qui étaient au séminaire de Cerisy, il y en a quelques-uns qui étaient là, il n'y a pas très longtemps. Je pense que la question finalement de la redistribution effectivement de la valeur ajoutée et la question finalement de la finalité de l'activité de l'entreprise a été clairement posée à travers ces séminaires, mais on pourra y revenir. Merci beaucoup. On va revenir sur tout ça. Louis Gallois, la parole à la sagesse. Vous avez entendu.
C'était pour vous surprendre un peu. Vous avez entendu... J'espère ne pas plusieurs... être sage. Si. Vous connaissez bien l'entreprise, vous connaissez bien aussi les rouages de l'État. Vous y avez votre part aujourd'hui. Est-ce que vous pensez... J'avais envie de vous poser la même question, mais peut-être que vous allez plutôt souhaiter rebondir sur ce qui a été dit, mais avoir votre avis sur la même question. Vous connaissez l'entreprise, vous connaissez les patrons aussi, vos pères d'il n'y a pas très longtemps. Vous êtes proche des salariés, des organisations de salariés, c'est votre sensibilité aussi, et vous connaissez bien l'État. Est-ce que c'est un moment important ou est-ce qu'on va être encore déçu et ce ne sera pas le bon coup? Je dirais que ça dépend largement de nous. Tous les acteurs de cette affaire. Et vous savez, moi, je considère qu'un pays se juge à la qualité de ses classes dirigeantes. Et nous avons à faire une démonstration. Moi, je suis un ardent, farouche défenseur de l'accord national interprofessionnel. Non pas qu'il soit parfait. Il n'est pas du tout parfait. Il y a des insuffisances, il y a des progrès à faire ailleurs, mais c'est la première fois, d'abord, qu'on aborde le problème du marché du travail depuis 40 ans, pratiquement en France, et de manière qui m'a paru intéressante, au moins la démarche. Deuxièmement, moins mentionné, mais c'est un des arguments majeurs de la CGT contre. Ce qui prouve qu'il y a deux mentalités qui s'opposent. C'est la première fois qu'on a un accord qui ensuite est transcrit dans la loi et qu'on n'a pas une loi et un accord pour l'appliquer. Ça, c'est la méthode Hollande, on va dire. Voilà. Alors, non, c'est pas la méthode Hollande. C'est une méthode qui, je ne cherche pas à personnaliser. Je dis seulement que pour la première fois, à mon avis, on a mis les choses dans le bon sens. Non pas que je méprise la loi est supérieure à l'accord. Mais la loi, là, vient pour donner sa solidité à l'accord. Alors maintenant, cet accord, tout va être dans la mise en œuvre. Cette mise en œuvre va dépendre d'abord des signataires, l'unité des signataires patronaux, qui va être testée, puisque quand même, ça n'a pas été une mince affaire que de rassembler les trois partenaires patronaux. Et je pense que Jean-François Pillard a dû user de ça. Il est aussi diplomate que l'ambassadeur qui est à côté de nous. Il ferait un excellent ambassadeur. Merci. Et d'ailleurs, il en a la prestance. Deuxièmement, ça va dépendre de ceux qui ne l'ont pas signé aussi. FO et la CGT ont indiqué qu'ils étaient contre, c'était leur droit le plus absolu. On constate quand même que dans les entreprises, ils signent assez souvent des accords qui ressemblent beaucoup avec l'accord national interprofessionnel. Et moi, j'ai été assez frappé dans un débat que j'ai eu avec Mohamed Oussedik, que certains d'entre nous connaissons, de la CGT, sur le fait que son principal point d'achoppement, c'était que ce n'était pas la loi qui avait fixé les choses, qu'on était passé d'abord par l'accord des forces sociales avant d'aller vers la loi. Je pense que là, il y a un problème culturel en France très important, qui est de savoir quel est le rôle du dialogue social. L'archétype de l'erreur, c'est les 35 heures, où là, on a eu une loi qui est tombée raide comme la justice, et ensuite, il a fallu que les entreprises, une à une, aillent négocier des choses qui leur étaient largement imposées, entreprises ou branches. Donc je pense que là, on a quelque chose qui a plutôt fonctionné. Donc oui, on a un moment très important et il ne faut pas rater cette occasion. On peut toujours rater les occasions. C'est là où je disais que les classes dirigeantes ont leurs responsabilités. Nous ne devons pas rater l'occasion. Parce que moi, ce qui me frappe dans le modèle suédois, j'y reviens. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder. Et c'est intéressant parce qu'ils ont la même politique de montée en gamme que celle qui me paraît souhaitable. C'est un pays qui n'a pas d'ETI, qui est entreprise de taille intermédiaire, qui est comme nous, avec des grands groupes et des PME. Et il n'arrive pas à créer son tissu d'entreprise. Pas mal de boîtes familiales, quand même, de grands groupes. Oui, alors, mais j'y viens, cher ami. Ce qu'on constate quand même, parce que je vais me faire l'avocat du diable, c'est qu'on a un capitalisme particulièrement mature
capable de patience, de sens du compromis, parce qu'on dit on n'a pas mis à bas l'État-providence en Suède. Il reste extraordinairement puissant. Il était gigantesque, il reste extrêmement fort. Et donc, il y a eu un consensus sur un État-providence que, sur certaines dispositions, nous aimerions bien avoir chez nous. Donc, je crois qu'il y a cet élément. Les deux côtés, si on veut progresser dans le dialogue social, les deux côtés doivent bouger, la partie patronale et la partie syndicale. Alors, je vais m'adresser à Jean-François Biard. J'ai été un peu déçu par la campagne électorale pour la présidence du MEDEF. Parce que on a beaucoup entendu. Et à la fin, aussi, hein, pour ceux qui je me réjouis que cette campagne n'ait pas trop duré, parce qu'on voyait monter progressivement les demandes traditionnelles. On veut du fric, moins de charges, moins d'impôts, etc. Ça commençait à se résumer à ça. Oh, le contraire aurait été étonnant quand même. Oui, mais j'aurais souhaité peut-être qu'il y ait un débat sur les devoirs des chefs d'entreprise aussi. Parce que la force du capitalisme suédois, c'est que les chefs d'entreprise ont la conscience de leurs devoirs. Et autant que je puisse le juger. Peut-être un mot sur un sujet, je cherche lequel, là. Non, bah écoutez, je passe mon tour. C'est intéressant quand même. Si, l'entreprise des salariés. Ah, l'entreprise des salariés. Alors, moi, je vais vous dire ça... Pas l'autre, la mauvaise. Je vais vous dire ça à ma manière. Je vais vous dire ça à ma manière. L'entreprise n'appartient à personne. L'entreprise, c'est une collectivité humaine, et depuis la fin du servage, aucune collectivité humaine n'appartient à quiconque. Je pense que cette prise de position est extrêmement riche. Les actionnaires sont propriétaires du capital de l'entreprise, et à ce titre, ils ont des droits forts dans l'entreprise, notamment celui de la protection de leur capital, de la rémunération de leur capital, du développement de l'entreprise, pour justement assurer cette pérennité et cette croissance du capital. Mais ils ne sont pas les propriétaires des hommes et des femmes qui sont dans l'entreprise. C'est une collectivité humaine, elle a des parties prenantes. Et c'est à ce titre, je ne dirais pas c'est l'entreprise des salariés, parce qu'elle n'appartient pas plus aux salariés. Je dirais que c'est un corps juridique très spécifique qui a un capital possédé par des actionnaires qui ont des droits, mais il y a d'autres parties prenantes, parmi lesquelles les salariés, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut que les salariés se sentent chez eux dans l'entreprise, qu'ils ne se sentent pas chez le patron. Ils sont chez eux dans l'entreprise. Ça aide, parce que quand nous faisons, moi je fais des aides aux entreprises. On me dit, vous faites des cadeaux aux patrons. Non, nous soutenons les entreprises. Je ne fais pas des cadeaux aux patrons, nous soutenons les entreprises. Dans ces entreprises, il y a des salariés qui bénéficient au même titre que l'actionnaire de ces aides, de ces soutiens à l'innovation, etc. Et ça veut dire aussi que lorsque ça entraîne des prises de responsabilité, le fait que chacun se sente partie prenante de l'entreprise. Les partenaires sociaux, les syndicats doivent se sentir en responsabilité dans l'entreprise. C'est à peu près à 180 degrés de la position d'une organisation syndicale comme FO, qui considère que l'entreprise, c'est l'affaire des patrons, qu'eux, ils ont à défendre les droits des salariés. Je pense que cette conception, je le dis en toute amitié à Force ouvrière, cette conception de l'entreprise est maintenant dépassée. C'est joli, c'est magnifique même. Est-ce que le pouvoir, dans la vraie vie, il n'est pas d'un côté plutôt que de l'autre? Est-ce que c'est pas un peu idéaliste, non, de cette idée de l'entreprise qui est une collectivité qui appartient à personne? Ça a une conséquence. Le pouvoir appartient à quelqu'un. Ça a une conséquence. Je considère que le pouvoir hégémonique des actionnaires dans l'entreprise est un vrai problème dans le capitalisme anglo-saxon. Mais il est frappant de voir que seuls les anciens patrons disent ça. Non. En Allemagne, je l'ai dit quand j'étais patron de ADS, donc je ne change pas d'avis. En Allemagne, ce n'est pas le cas. Je vous rappelle qu'au conseil de surveillance, il y a autant de représentants du personnel que de représentants de la direction.
Et qu'on ne prend jamais on ne vote jamais dans un conseil de surveillance, mais on ne prend jamais une décision contre la partie syndicale. Donc il y a un véritable... Ce sont des conseils de surveillance, c'est pas tout à fait la même chose que des conseils d'administration, mais il y a une véritable prise de responsabilité collective. Et moi, ce qui m'a frappé, je suis allé à une réunion du SPD, excusez-moi, je suis un peu long. Je suis allé à une réunion du SPD, invité, pour m'exprimer sur la compétitivité. Excusez-moi, mais j'en ai fait mon fonds de commerce. et donc, à cette réunion du SPD, il y avait M. Steinbrück, M. Steinmeier, c'est-à-dire les leaders du parti, M. Gabriel. Il y avait les représentants syndicaux. J'étais à côté de M. Huber, patron de IG Metall. Il y avait le patron de la DGB, etc. Et puis il y avait Tom Enders. Il y avait Dieter Zetsche, le patron de Daimler. Il y avait tout le patronat était là, au même titre que les syndicats. Ça choquerait ici, non? Je ne pense pas que ça soit possible aujourd'hui, hic et nunc, comme on dit en latin. On va parler suédois un petit peu. Je pense que c'est possible en Suède. Je pense que c'est possible en Suède. Absolument. Ouais. C'est un changement. Nous avons la même culture que les Allemands. Même encore plus accentuée dans un sens. Ouais. Il y a un mot qui est revenu plusieurs fois, c'est celui du temps long ou celui même d'une vertu, qui est la patience. Monsieur l'ambassadeur, expliquez-nous pourquoi, chez vous, on peut avoir un projet comme ça pour ce qui est des retraites, démarrage en 91, je crois, application en 2001. On pourrait même sans doute remonter encore avant les premières réflexions, hein, mais presque 10 ans d'un processus parlementaire, société civile, gouvernementale. Qu'est-ce qui fait... Ça vient de la culture de vos concitoyens. Qu'est-ce qui fait que nous, on est incapable de ces temps longs, ou alors nous, on s'y reprend à 4 fois, ça peut durer 10 ans, 15 ans, mais c'est pas une bonne loi sur 15 ans, c'est 5 lois qui sont pas bonnes. Oh, je sais pas, il faut pas exagérer, mais c'est une question de tempérament, je pense. Tout simplement. Tout d'abord, c'est évident que notre société fonctionne dans ce sens-là différemment. Et ça, on remarque tout de suite, ou moi je le fais en tant qu'observateur, qu'ici, justement, il y a... C'est ce qui est aussi le côté passionnant et fascinant de votre culture. C'est le manque de patience et que tout se fasse, cette exigence que tout se fasse très rapidement et qu'on voit des résultats tout de suite, etc. On a un peu moins de tout cela. Il faut se souvenir aussi que la Suède était un pays très pauvre il n'y a pas très longtemps, avec une classe d'agriculteurs très dominante. Et c'est là où notre tempérament, la patience inclus. Mais à part ça, je pense que il y a une différence importante que j'observe entre la France et la Suède. Et c'est le fait que nous sommes un petit pays, ou de taille moyenne. Et ça compte, c'est très important, parce que depuis très longtemps, nous sommes habitués, collectivement en Suède, de regarder en face la réalité, c'est-à-dire nous dépendons entièrement de notre capacité de faire de la concurrence sur les marchés internationaux. C'est quelque chose qui est dans le ADN maintenant des Suédois. Et si on est à la tête d'une entreprise ou si on se trouve dans un syndicat, cette conscience ou prise de conscience est partagée par la société, par nécessité, parce qu'on a vécu ça plusieurs fois. Et en fait, dans les années 70 et 80, c'est là où on a perdu de vue un peu, ou perdu contact avec cette réalité. Et c'est là où on a eu une dérive, où on a commencé à se permettre des choses et vivre au-dessus de ses moyens. Et c'est la crise très profonde, début des années 90, qui a ramené les Suédois
un esprit plus sain et une prise de conscience de cette réalité de nouveau. Et on a pu réformer, moderniser, refaire ce modèle qui était là toujours, mais fragilisé à cause de cela. Et là, il y a une très grande différence parce que les Français aujourd'hui, j'ai l'impression, vivent toujours avec l'idée d'une certaine, ou plus que ça, mais d'une autonomie de l'économie française. Ce qui est une illusion complète dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, la France est un petit pays. Mais, à peu près comme la Suède, finalement. Exactement. La différence n'est pas énorme. La différence est finalement modeste. N'est pas énorme. Mais... Et nous, on se voit beaucoup plus grand. J'ai vu une étude il y a quelques années, faite, je pense, par l'OCDE, qui a essayé justement d'identifier les facteurs qui pouvaient rendre possible pour un pays de sortir d'une crise ou sortir des difficultés, de se réformer. Et on a identifié taille du pays, très important, parce que justement les petits comme nous, nous sommes conscients de ces réalités. Mais un autre facteur était crise. Et c'était le cas chez nous, c'est-à-dire une crise si profonde que la vie de chaque citoyen est affectée d'une façon très, très palpable. Bon, bah, il y a de l'espoir pour nous, alors. Pas encore. Je peux faire un peu d'humour noir. Pas encore. Ouais. C'est-à-dire la crise n'est pas suffisamment profonde, probablement chez vous. Vous parlez bien anglais chez vous. C'est un critère que vous n'avez pas cité, mais est-ce que c'est pas finalement dans le fond culturel de suédois un vrai atout pour voir le monde différemment, pour penser monde, si je puis dire? Je comprends bien, Enjeu va bientôt sortir son édition anglaise. Oui, mais c'est pas seulement Enjeu, c'est un enjeu pour nous tous, je crois, non? On a vu les protestations quand on a parlé d'introduire quelques cours en anglais à l'université. Oui, mais ça me paraît vraiment très superficiel, parce que d'abord, les universités le font. Et deuxièmement, Qu'est-ce qui était superficiel, la protestation? Oui, ou le pas le projet. Le projet est très bien, mais la protestation a été superficielle. Et à mon avis, les universités le font. Et d'autre part, par rapport à ma génération, mais vous allez me dire que le benchmark n'est pas bon, mais la qualité de l'anglais des jeunes générations est incomparable. Enfin, je vois ça, ne serait-ce que mes propres enfants. Encore un facteur d'optimisme, alors. Un autre aspect de ce même problème, c'est que, pour provoquer un peu, ce qui m'étonne en France aussi, ou ce que je crois observer, c'est une relative absence des chefs d'entreprise dans le débat. Je m'explique, c'est-à-dire... je m'explique parce que chez nous, il y a ces deux partenaires sociaux qui portent une responsabilité majeure pour l'économie, pour notre futur. Et ils en sont conscients. Et ça se voit aussi dans le débat. J'espère que je n'idéalise pas, mais... Et il y a toujours les chefs d'entreprise qui sont là, même les chefs de nos multinationales qui dépendent plus terriblement du climat économique de la Suède, local, mais qui s'engagent quand même pour mener une discussion pour que les gens, en général, comprennent et acceptent justement les conditions dans le monde qui dictent quand même beaucoup de choses chez nous. Mais là, je ne vois pas un rôle aussi clair dans le débat français. Alors, réponse de Jean-François Pilliard du MEDEF.
Moi, je partage pour une part cette appréciation. Hein. Je le partage d'autant plus que je viens du monde de l'entreprise et que je me suis égaré dans le monde institutionnel, patronal, dans la dernière partie de mon parcours professionnel. C'est vrai que c'est une des choses qui m'a les plus frappé en arrivant dans cet environnement. Moi, j'ai été persuadé que, comme il s'agissait d'organisations représentant les entreprises, hein, on y allait y retrouver le pragmatisme que l'on a dans les entreprises et le souci de la performance. En fait, les organisations patronales, et dans certains cas, je dirais la même chose des organisations syndicales, quand on se retrouve autour de la table, notamment au niveau interprofessionnel, on est très éloigné de l'entreprise. On est très éloigné de l'entreprise parce que la plupart des gens qui négocient n'ont jamais vu d'entreprise, hein, ou quand ils les ont vus il y a tellement longtemps qu'ils s'en souviennent plus. Donc, on est et ça pose un vrai problème. Je ne sais pas, on l'a pas du tout abordé pour la Suède, mais moi ça m'avait frappé dans mon parcours professionnel. J'ai évolué dans des milieux très 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 globaux. J'ai travaillé en Allemagne à certains moments. Je soulève un sujet qui est très important pour le dialogue social, tant du côté patronal que du côté syndical. Que fait-on pour que des hommes et des femmes qui s'engagent finalement dans le syndicalisme, qu'ils soient patronal ou syndical, cet engagement, à un moment donné, se traduise finalement par une prise en compte dans le développement professionnel. On est un pays qui a, à mon avis, une très faible efficacité. Pierre, moi, je n'avais pas compris exactement la même manière que vous la remarque de Gunnar Lund. C'est aussi les patrons eux-mêmes, pas les institutions patronales. Ouais. C'est ce que je suis en train. Qui, eux, pourraient porter une parole personnelle, forte. Oui, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. On a un pays où il y a d'un côté l'institutionnel, et puis de l'autre côté, l'entreprise. D'accord. Et on n'a pas, me semble-t-il, réussi encore, mais ça, on progresse, hein, à faire des ponts suffisants. Moi, par exemple, je suis de ceux, et je pense que Jean-Paul Boucher il nous le dira s'il le partage, mais je pense qu'on devrait beaucoup plus travailler sur comment peut-on faire en sorte que des personnes qui travaillent en entreprise rejoignent quelques années l'organisation patronale, puis ensuite retournent vers l'entreprise. Et même chose, les syndicalistes à vie, mon propos n'est pas agressif, mais je pense que le syndicalisme à vie n'est pas porteur d'efficacité et de prise en compte de la réalité. Donc ça rejoint tout à fait la remarque qui était faite. Il faut vraiment travailler là-dessus. Quand j'étais en Allemagne... Mais les patrons ont peur de s'exprimer, que leur point de vue finalement altère le cours de bourse, par exemple. C'est souvent ce qu'on nous répond. Je suis bien placé là pour vous le dire. Dès qu'on demande un avis entre guillemets politique, mais dans le bon sens, hein, pas politicien, à un chef d'entreprise, il vous répond « je suis coté, moi ». Oui. La question. Les choses ont quand même progressé. Si on prend, je dirais, les 2 dernières années, on ne va pas refaire l'histoire de France, mais sur les 2 dernières années, précisément sur un thème comme la compétitivité, je note avec satisfaction quand même qu'un certain nombre de chefs d'entreprise... On a fait une double page dans les Échos, il ne l'a même pas noté. Et pas des moindres se sont exprimés sur ce sujet. Donc il y a une plus grande ouverture. Mais je pense qu'il reste une coupure entre des chefs d'entreprise finalement qui sont assez contradictoires. Ils veulent un syndicat pour défendre leurs intérêts, mais leur niveau d'implication dans ces mouvements reste limité. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, parce qu'il a été, je pense qu'on rentre maintenant dans la partie plus dialogue social, c'est le facteur temps. Moi, je pense qu'il faut combiner 2 choses. Il faut combiner, comme le fait la Suède, une culture de pédagogie qui s'inscrit dans la durée. Ça ne veut pas dire pour autant que le dialogue social et notamment les négociations doivent être longues. Moi, j'ai été atterré quand j'ai rejoint mes responsabilités et que j'ai eu à négocier au niveau interpro, de négociations dont certaines d'ailleurs ne sont pas terminées à l'heure actuelle, dont la caractéristique est finalement de pouvoir durer 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, l'entreprise, pour y revenir, l'entreprise, hein, c'est un corps qui bouge à une vitesse fantastique. La vitesse est devenue un élément stratégique du fonctionnement de l'entreprise. Hein. Et le temps du politique d'un côté et le temps des négociations des partenaires sociaux, là je ne parle pas dans l'entreprise, mais dans les instances, par exemple, interprofessionnelles, là il y a un fossé qui, à mon avis, porte préjudice et qui aboutit... Je suis un peu caricatural dans mon propos, mais ça parlera à tout le monde. Finalement, plus le temps de la négociation est long,
plus il conduit à accoucher de dispositifs dont la caractéristique sont de deux ordres. C'est des dispositifs mous. C'est du consensus mou. Le vrai consensus, c'est le consensus qui permet d'obtenir de la performance. Se mettre d'accord si ça ne produit rien n'a absolument aucun intérêt. Et la deuxième caractéristique de ces séances de négociation, parfois sur des cycles très longs, c'est qu'elles produisent finalement des dispositifs d'une complexité invraisemblable. Et pour terminer là-dessus, moi je dirais que notre pays adore finalement les couches géologiques, c'est-à-dire que dans le champ du social, vous avez la loi, c'est une énorme différence avec la Suède, si j'ai bien compris ce que j'ai vu et ce que j'ai lu. En Suède, par exemple, le champ de la loi est très restreint. Et l'autonomie des partenaires sociaux est extrêmement importante. Et ça rejoint les principes de responsabilité. Nous, on cumule tout. C'est-à-dire qu'il y a de la négociation parfois dans les entreprises, en tout cas celles d'une certaine taille. Il y a des négociations au niveau des branches, en tout cas dans certaines branches, parce que je rappelle qu'il y a 750 branches en France, même plus, on ne sait plus les compter. Et quand on regarde réellement celles qui apportent quelque chose, sinon que d'entretenir leur structure, on arrivera à la conclusion que finalement, on pourrait réduire considérablement le champ de ce millefeuille. Après, il y a les négos interprofessionnels, et après, il y a la loi. Et finalement, on a un pays qui, grâce à ce dialogue, je suis un peu cynique, a produit un dispositif qui est d'une telle complexité que la caractéristique de ce dispositif social, c'est qu'il est quasiment applicable nulle part. Alors on pourrait dire, finalement ça peut être une bonne nouvelle, on peut dire c'est tellement compliqué que ça ne trouve pas le moindre degré d'application, mais c'est quand même un gâchis invraisemblable. Demandez, je sais pas, il y a certainement dans la salle des chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises, je parle de ceux-là, pas des groupes comme ceux dont je viens, qui peut aujourd'hui, par exemple, appliquer ou connaître la législation en matière d'hygiène et de sécurité. C'est devenu une espèce de boîte mystérieuse que seuls comprennent quelques experts. Et ça tue le temps trop long, la complexité, l'éloignement parfois de nos organisations par rapport à la réalité de l'entreprise. Moi, quand je parle de l'entreprise, pour moi, le MEDEF n'est pas le syndicat des patrons. Une organisation patronale, c'est une organisation qui représente les entreprises, c'est-à-dire la communauté entreprise. Il inclut les salariés, même si ça peut poser problème à certains. J'avais rangé la patience au rayon des vertus tout à l'heure. Vous venez de la détruire comme. Mais je pose sur la table quelques éléments de réflexion. Pas de conclusion, mais de réflexion. Oui, c'est tout à fait intéressant. Jean-Paul Boucher, les syndicalistes pro, c'est pas bon trop longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une des remarques de Jean-François Pierre il y a quelques instants. Est-ce qu'il faut... Il faut différencier le temps long de l'apprentissage de la démocratie sociale. Parce qu'on part de loin quand même. Enfin, quand Louis Gallois disait tout à l'heure, effectivement, cet accord-là, il est peut-être pas parfait, mais on se le dit aussi en interne. On en mesurait les limites. Donc, du 11 janvier, on parlait de celui-là. Tout à fait. Bah, écoutez, sur la sécurisation. Je ne parle pas d'un autre accord, on pourra parler de l'autre. Non, parce qu'après-demain, je crois qu'il y en a peut-être un autre qui démarre. Mais je crois qu'il faut différencier ce temps-là qui est un temps long parce qu'on part de très très loin. Et force est de constater que le politique dans ce pays, et quelle que soit sa couleur, n'a pas toujours donné des gages non plus aux partenaires sociaux de leur capacité à se responsabiliser. Donc c'est un jalon. On pourrait dire cet accord, effectivement, il était sur des volets défensifs. Moi, le premier, je trouvais qu'on aurait pu être un petit peu plus sur des volets offensifs. C'est ce que d'ailleurs regrettaient aussi un certain nombre d'autres organisations. Mais plus fondamentalement, j'irais derrière tout ça, le nom d'un certain nombre d'organisations, il y a quelque part un non-dit, quoi. C'est-à-dire que la loi apportant finalement, fixant les règles, serait finalement la meilleure garantie quelque part pour tous les salariés et pour tous les travailleurs. Les mêmes, quelque part, qui n'ont pas voulu, rappelez-vous, de la section syndicale d'entreprise, à une certaine époque. C'est-à-dire que cette question de l'autonomie, finalement, des acteurs, de leur capacité à trouver en proximité les réponses adéquates. Est-ce qu'enfin, dans ce pays, on admettra que finalement, ce jeu-là, et peut-être de façon prioritaire à la démocratie politique, mais ça se complète, il faut effectivement donner du jeu.
Et ça suppose effectivement un temps long. Lorsqu'on est dans cette dynamique, que effectivement les négociations, j'irais, ne durent pas ou ne perdurent pas, c'est un autre aspect. Et c'est effectivement, quand elles perdurent, on est dans des jeux, quelque part, de postures qui vont se compliquer. On a tous connu ça. Mais on peut prendre un exemple. Ça reviendra sur la question du pouvoir. Parce que moi, je voudrais rebondir là-dessus. Il y a actuellement une négociation en cours. Qualité de vie au travail. On est rendu à la 7e séance. Celle de vendredi dernier s'est arrêtée par une suspension sur les coups de 18 heures. J'ai reçu un SMS de mes petits collègues qui me disaient, voilà, ça va peut-être continuer. Ma question naturelle, c'est pourquoi ça coince? Pourquoi est-ce que ça coince sur la question des espaces de parole, sur la question des espaces professionnels pour parler du travail et de l'activité? Un élément de réponse. Non, mais attendez, je termine là-dessus. Je vous en prie. On est une organisation qui a posé le principe de la question de l'organisation du travail intéresse effectivement l'ensemble des acteurs, y compris ceux qu'on appelle les managers de proximité, là, ceux qu'on met dans toutes les sauces aujourd'hui des rapports, en disant ces gens-là, c'est la clé de voûte, ils sont à l'intersection de tout. Nous, on a souhaité effectivement dire des choses dans le cadre de cet accord. Qu'est-ce que l'on constate? On a en face de nous des organisations patronales qui disent « Attendez, l'organisation du travail, c'est pas votre truc, hein, c'est le nôtre ». Comme si on était encore dans des situations de monopole, quelque part, j'irais, de certains sujets. C'est quand même un problème. On a une CGC qui dit « Oh là là, si on commence à faire ça, mais les employés et les techniciens vont tirer à boulet rouge sur les managers. » C'est pas moi qui le dis, hein, c'est leurs représentants. Voilà. Alors là, il y a une différence fondamentale avec la Suède. C'est que la Suède, elle a intégré depuis très très longtemps toute la diversité du salariat. Et j'insiste sur ce point. C'est-à-dire cette capacité à rassembler finalement toute cette diversité du salariat, c'est un élément clé et c'est un élément différenciateur par rapport à bien des pays. L'exemple, les chiffres sont là, hein. Alors évidemment, je ne parle pas du taux de syndicalisation, j'irais, dans ces pays. Vous rêvez. Oui. Mais par contre, j'irais le taux de cadres, de managers, dans la population syndiquée, il n'a rien à voir avec ce qu'on connaît dans nos pays. Nous, on a 8 points d'écart. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Donc, il y a la question de la représentativité, oui, puis il y a la question, effectivement, j'irais, de la part et de la représentation de toute cette catégorie de salariés. Pourquoi? Parce que là, on le voit bien, ce nœud-là, dans cette négociation, il est là-dessus. Il est clairement là-dessus. Il y en a d'autres, hein, Jean-François Pillard pourra le dire. Mais ça en est un. Et je crois que c'est une différence quand même très, très importante. Donc, quand on dit que le syndicalisme, quelque part, il a aussi un rendez-vous particulier à certains moments de l'histoire, avec effectivement ces salariés, qui sont ceux qui organisent le travail au quotidien, hein, ne nous trompons pas, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Et je crains quelque part que si on loupe ce rendez-vous, il y aura eu un jalon intéressant, effectivement, à travers l'accord du 11 janvier, mais là, on aura loupé un jalon extrêmement important. Réponse de Jean-François Pillard. Bon, premier élément là sur la qualité de vie dont j'espère qu'on va conclure, parce que c'est toujours navrant que cette séance n'aboutisse pas à un résultat quel qu'il soit. Moi, je crois que la difficulté, en tout cas à laquelle nous sommes confrontés du côté patronal, c'est sur la thématique même de cette négociation, dans l'environnement dans lequel nous sommes placés. Moi, j'anime une branche, hein, qui représente à peu près la moitié de l'industrie française et qui est composée à 80% de petites et moyennes entreprises. Les entreprises que nous représentons, ce sont des hommes et des femmes qui, entre la mi-2008 et aujourd'hui, ont perdu en moyenne maintenant à peu près 12% de leur activité. À certains moments de la descente aux enfers, hein, certains sont descendus jusqu'à moins 50% d'activité. En 2009, c'est ça? Et ce sont des hommes et des femmes qui, finalement, ont des marges. On a essayé de faire des recherches dans notre branche, hein, qui les ramènent au niveau de 1950. En dessous, j'arrive pas à trouver parce qu'il n'y a plus de statistiques dans la branche. Hein. Et donc, ces personnes, ils vivent en permanence, avec, j'allais dire, une certaine forme d'angoisse et d'anxiété. Au début de la crise, tout le monde a considéré qu'il y avait une crise financière, c'était un cycle difficile, avec un peu d'imagination, on allait revenir aux bonnes vieilles méthodes. Beaucoup de ces gens-là se rendent compte que l'environnement dans lequel on est placé a profondément changé. Ils le sentent, hein, mais en même temps, ils n'ont pas forcément les clés de lecture qui leur permettent de comprendre l'explication. Ils n'ont pas forcément les solutions qui leur permettent de faire face. Donc, ils sont confrontés à des marges faibles, des carnets de commandes à 15 jours
ou un mois, un environnement extraordinairement instable sur le plan fiscal et social. Et j'ai certains de mes équipiers qui sont là, ils pourront témoigner. Moi, quand je me retrouve au niveau du Conseil de l'UMM devant ces gens-là, qui sont éminemment respectables et c'est eux qui sont très largement à la base de la création d'emplois dans un pays comme le nôtre, hein, eh bien, quand on vient de leur parler de la qualité de la vie au travail en ce moment et finalement du rôle des instances représentatives dans l'organisation du travail, il y a un décalage, je dirais, important. Donc, Jean-Paul, on se connaît bien et on se parle simplement. Moi, je pense que ce sujet a de l'importance, hein, mais c'est aussi du rôle des partenaires sociaux que de choisir les sujets de leur agenda social en fonction de la réalité dans laquelle on vit. Et finalement, moi, j'ai là, il y a le feu, on ne peut pas. Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a une forme de décalage. Et dans la branche, par exemple, la contradiction quand même, parce que quand on n'a pas d'argent à distribuer pour les salaires, si en plus on peut pas s'occuper du cadre de travail, etc., c'est quand même un peu lourd. Oui, dans les mais boîtes, hein. on doit prendre les choses dans l'ordre. Et là, c'est aussi une remarque que je fais puisque le thème c'est le dialogue social. Dans la métallurgie, par exemple, on a mis en place maintenant depuis 4 ans. On est très attentif au choix des thèmes, à la méthode de travail et au temps qu'on se donne. Et on a établi une règle qui fait que une négociation, sauf exception, et il y en a jusqu'à maintenant eu aucune, ne peut pas durer plus de 4 mois. Toute négociation est précédée finalement d'un débat économique et d'un débat industriel. Moi, je suis sidéré de voir des gens discuter de la qualité de vie au travail, y inclus du côté patronal, hein, ou d'autres thèmes, sans qu'au départ de la négociation, c'est ce que vous disiez très justement dans votre expérience, il y a au départ une introduction sur le cadre économique et le cadre industriel. Il y a une espèce de surréalisme, hein, à traiter de sujets sociaux sans les relier à l'activité. Donc vraiment, sur cette négociation comme sur d'autres, dans la métallurgie, quand on essaye, entre partenaires sociaux, de choisir de façon sélective pour l'année 2 ou 3 thèmes qui ont une relation directe avec le fonctionnement de l'entreprise et qui pourraient apporter de la valeur ajoutée, il y a à peu près 2/3 de notre calendrier de négociation qui est bouffé ou consommé par la nécessité de négocier tous les thèmes obligatoires, dont une grande partie sont très très éloignés d'une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise. Ça devient des exercices, hein, théoriques, hein, et je pense que les partenaires sociaux, et en cela le modèle suédois, puisqu'on est réunis ce soir pour débattre de cela, vous avez parlé tout à l'heure de pragmatisme, d'efficience, de responsabilité. Nous, on est dans un pays qui vit globalement dans des carcans qui réduisent considérablement la responsabilité du citoyen, la responsabilité des partenaires sociaux et la responsabilité des entrepreneurs. Moi, c'est peut-être une autre réflexion. Louis Gallois. Non, juste un mot. Ce qui m'a frappé, pour revenir à la Suède, d'abord, ce qui m'a frappé, c'est ce que vous faites remarquer. C'est un pays qui n'hésite, enfin, c'est ce que vous avez dit, monsieur l'ambassadeur, qui regarde la réalité en face. Et ça, c'est pas la caractéristique principale des Français. Il y a une grande difficulté pour les Français à regarder la réalité en face et surtout à considérer qu'ils ont leur part de responsabilité dans les situations difficiles. C'est toujours la responsabilité de l'autre, jamais sa responsabilité à soi. Et je pense que votre formation luthérienne doit aider à cela. Je reviens à Max Weber et bon, je pense que il y a quelque chose à voir là-dedans, surtout que vous avez un modèle qui est sur ce plan-là culturel strict. Deuxième sujet qui m'a frappé, c'est le niveau de confiance que vous vous faites les uns aux autres. En France, il n'y a aucune confiance entre les uns et les autres. Ah oui, c'est le mot qu'on sent depuis le début de la conversation. Non, pas du tout. Il y a l'absence de confiance. Sûr, on n'entend que ça. Hein. Moi, j'entends ce. Il y a une chose. Il y a eu un sondage du Monde très intéressant qui m'a fait mal. À la question, faites-vous confiance à les PME, 50% dans tous les pays. 50% des gens font confiance aux PME.
sur toutes les autres choses. Faites-vous confiance aux syndicats, faites-vous confiance aux organisations patronales, faites-vous confiance aux grandes entreprises, faites-vous confiance au gouvernement, faites-vous confiance aux collectivités locales. La France et l'Italie se démarquent fondamentalement des autres. On est à 20-25%. Et le reste des pays est à 50%. Et je ne suis pas sûr que la Suède ne soit pas au-delà même de ça. 70. Ou 70%. C'est vraiment frappant de voir à quel point... Et ça, c'est un problème qui nous mine. Parce qu'on ne peut pas... on passe tellement de temps à surmonter cette méfiance formidable que je crois que nous gaspillons une énergie terrible. Moi, j'ai été frappé quand j'ai... préparer mon rapport sur la compétitivité, que j'ai reçu les chefs d'entreprise et les représentants syndicaux. Mais comme j'émettais quelques idées aux uns et aux autres, j'ai vu la montée de la méfiance des deux côtés. Les syndicats disant on ne peut pas faire confiance. Dans le genre, qu'est-ce qui nous prépare par derrière? Non, dans le genre, non, pas du tout. Non. Dans le genre... comment voulez-vous que moi, je suis entièrement d'accord avec votre discours, Angélique, Monsieur Gallois, mais moi, je vois mes syndicats, ils sont insupportables, je ne peux rien, je n'obtiens rien, etc. Comment voulez-vous que je les informe alors que je sais que tout ce que je leur dirai va me revenir comme un boomerang dans le nez? Bon, du côté des syndicats, ça n'était pas mieux. Vous savez, on a le patronat, on a le patronat le plus rétrograde d'Europe. Vous êtes bien gentil, vous proposez un certain nombre de choses, mais on a un patronat qui est autiste, surtout dans les entreprises de taille moyenne et petite, parce que les grandes entreprises, là, tout le monde noie le poisson, c'est plus facile. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est ce climat d'absence de confiance, et à contrario, le fait que la Suède est un pays où les gens se font confiance, c'est décisif. C'est tout à fait intéressant. Je pense, au moins en regardant les chiffres, oui. C'est frappant. Hein. Et vous le sentez, vous? Pas tellement, hein. Pas aussi fort que les chiffres le racontent. Vous êtes habitué, peut-être hein. Non, je ne sais pas. Mais on me dit que c'est une réalité que le Suédois, normalement, assume que le Suédois inconnu qu'il rencontre est un citoyen honnête et avec qui on peut discuter, faire du business. Tandis qu'on dit, mais je trouve ça exagéré, en France, c'est pas l'inverse, mais que très souvent on se méfie. Ah oui. On se méfie spontanément, c'est-à-dire Mais je voulais dire une autre chose. Si on parle de confiance et de responsabilité, on parle des moyens pour que les partenaires sociaux assument mieux une responsabilité ou leur responsabilité. Il faut aussi regarder l'État. C'est très important, c'est-à-dire on ne peut pas attendre de la part des partenaires sociaux un vrai sens de responsabilité et un comportement responsable si l'État ne l'est pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, ça veut dire que une responsabilité absolument centrale, au moins dans le domaine économique, de l'État, c'est d'assurer un cadre macroéconomique, légal, fiscal, qui se trouve en bon ordre. Si on se montre au cours des années irresponsable de la part de l'État dans ce domaine-là, ça va automatiquement faire de la contagion dans la société. Et les partenaires sociaux se diraient tout de suite que pourquoi j'assumerais une telle responsabilité. C'est évident que même l'État ne le fait pas. Alors, c'est pour ça que ça fait partie de cette renaissance de notre modèle, c'est que l'État, finalement, a pu assumer ses propres responsabilités, s'abstenir d'intervenir dans l'économie, s'abstenir d'intervenir dans le dialogue nécessaire et souhaitable entre les partenaires sociaux, mais, de l'autre côté, assumer
véritablement ses propres responsabilités. Vous parlez de l'État suédois responsable. Je voudrais qu'on dise quand même un petit mot de l'État suédois efficace aussi, puisque la réforme a été faite il y a pas mal d'années, et avec une redistribution des pouvoirs un peu décentralisée. On le voit bien dans cette note. Je ne sais pas si on la surévalue dans cette note, puisque vous n'avez pas l'air d'acquiescer avec votre visage, en tout cas. Un État efficace où il y a beaucoup moins de fonctionnaires sous statut qu'il y a 15 ou 20 ans. Il n'y a plus de statut. Il n'y a plus du tout de statut. On a aboli ça en 93. Donc il y a des contrats à durée indéterminée. Ça n'existe plus. Good luck. Essayez en France. Ouais, non, mais ça veut dire good luck. Oui, impossible. Ça veut impossible. dire que... Mais pour la Suède, c'était très... Il faut éviter de commencer par tuer les vaches sacrées. Il faut tuer les vaches moins sacrées. Ça n'était pas des vaches sacrées en Suède au moment où on C'était des vaches sacrées. Il y avait un tas de vaches sacrées dans les années... Justement, c'était toute notre pénible histoire des années 70-80. C'était moi, j'étais dans la politique moi-même à l'époque, et dans la social-démocratie, et c'était surtout à l'intérieur du mouvement ouvrier et du mouvement social-démocrate, où il fallait convaincre les gens qu'on essayait d'échapper à la réalité, et qu'il fallait comprendre de nouveau à se responsabiliser. Jean-Paul Boucher, réaction. Oui, je voulais réagir sur ce point parce qu'on est bien sur la question de la confiance. Enfin, si on n'est pas en confiance avec un État, y compris un État protecteur, pourquoi est-ce qu'on accepterait d'ailleurs de payer un impôt aussi important? Ça ne pose pas de problème en Suède. Regardez en France, c'est quand même un peu compliqué. Et quand on dit qu'on fait confiance finalement à un État, appelons-le providence ou protecteur, les Suédois, ils ne disent pas la manière dont doivent être effectivement assurés les services publics. Parce que la question de fond est quand même bien celle-ci. Et ils considèrent que ces services sont des qualités, donc j'accepte aussi de continuer, j'irai payer un impôt. Mais la question est d'abord c'est d'abord finalement les services et la qualité de ces services. La façon dont ils sont organisés, c'est un autre sujet qu'on a beaucoup de mal à aborder, mais prioritairement, on est plus attaché effectivement à la question d'un statut qu'à la question de l'efficacité du service lui-même. Donc, pour nous, c'est une évidence que de toute façon, il faudra aussi aller sur ce type de débat. C'est-à-dire que vous êtes ouvert à une discussion sur le statut. Bien sûr. Pourquoi ? Mais parce qu'aujourd'hui, quand on dit regardez les réalités en face, moi je sors d'un congrès, on a eu ce débat sur les catégories dans les fonctions publiques. C'était courageux et osé d'aller sur ce débat. Les sujets qu'on ne comprend pas, là, A, B, etc., ouais. C'est ça ? Oui, mais à la limite, problème... Oui, mais le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est les fonctionnaires qui, aujourd'hui, ne comprennent plus. Parce que finalement, c'est tellement devenu opaque et illisible que c'est quoi le signe d'une reconnaissance d'un investissement professionnel lorsqu'on travaille dans les fonctions publiques. Donc je pense qu'il faudra inventer de nouveaux marqueurs. Pour l'instant, on en est encore loin, ça c'est vrai. Mais il faut l'avoir, ce débat. Puisqu'on parle avec vous... Attendez, juste un mot, si vous permettez, je vous interromps. Président. Laurent Guez, parce que je le vois venir. Il y a page 78 dans le rapport. Enfin, non, je suis désolé, j'ai pas le même document que vous parce que moi j'ai une. Je crois que dans la salle, les personnes n'ont le document en main encore. Bon, non, mais il y a marqué nombre. Si, tout le monde a le document en main. Pardon. Emploi dans les administrations pour 1000 habitants. La France est à 90 à peu près. La Suède est encore à plus de 130. Il ne faut pas penser qu'il n'y a plus de fonctionnaires en Suède. Ils n'ont peut-être pas le statut, mais ils sont nombreux. Ah, c'est sûr. Ils sont nombreux. Il y a plus de fonctionnaires en Suède mais par peut-être pour pas habitant qu'en France. Peut-être que là, on a aussi des fonctionnaires territoriaux. C'est la totalité. Administration centrale, territoriale et sécurité sociale. Tout compris. Donc, il ne faut pas penser... Ils ont fait beaucoup de progrès, mais ils partaient de très haut. Absolument. Je voulais quand même faire remarquer... J'ai fait une interruption. Je voulais faire quand même remarquer que, si j'ai bien compris, dans votre pays, monsieur l'ambassadeur, si on n'est pas syndiqué, on ne bénéficie pas des accords qui ont été signés par les syndicats. J'ai bien compris. Et ça me semble faire une grosse différence avec notre système, où on peut avoir beau jeu de refuser de signer un accord. Je ne pense pas que ce soit vrai. Non. Quand il y a des augmentations de salaire, elles s'appliquent à tout le monde. Ouais.
Alors, Quand on lit le document, et si je me réfère à mes expériences pratiques dans ce pays, quand j'étais en fonction chez Schneider Electric, au départ, c'était la règle. Dans la pratique, on constate aujourd'hui que les dispositifs conventionnels ou contractuels signés avec les organisations syndicales s'appliquent de fait à l'ensemble. Sont étendus. Ouais. Enfin, si j'ai bien compris. Oui, non mais c'est vrai. C'est impossible. Mais il reste quand même une sensibilité assez forte. Il y a une étude de l'IRES qui a été faite justement autour des conventions, enfin de l'allocation chômage, et on voyait bien que lorsqu'il y a eu cette négociation, enfin c'était extrêmement sensible aussi sur les taux d'adhésion. Ce qui me permet de faire aussi une remarque, c'est que ce syndicalisme suédois est aussi un syndicalisme des services professionnels. Et je pense que là, on ne peut pas faire abstraction de la façon dont nous on a construit ça en France dans l'après-guerre, où on a fait le choix. Mais c'est un choix tout à fait respectable, je veux dire. Mais de dire toute une série finalement de services qui ont une dimension professionnelle sont hébergés dans ce qu'on a appelé le paritarisme à la française, sans qu'il y ait besoin effectivement de passer par la case, je dirais, de l'adhésion syndicale. C'est un choix que tout le monde a accepté. Eh bien, aujourd'hui, en 2013, c'est quelque chose qu'il faut quand même re-questionner. Et qu'il y a un exemple en Suède qui m'a beaucoup frappé. Alors ça figure pas effectivement dans la note, mais ça figure dans une étude où on a regardé ce qui s'est passé, quelle a été l'attitude des organisations syndicales, donc à la fois TCO et LO, autour de la question de l'individualisation des pratiques de rémunération des entreprises. Ils auraient pu aller, j'irais, tout vent contre. C'était une posture. C'est pas celle qu'ils ont choisie, ni du côté de LO, ni du côté de TCO. Ils ont fait le choix d'un appui aux salariés en matière de services. Non, mais c'est intéressant. Ils aident les salariés à négocier leur augmentation. Absolument. C'est ça. Absolument. Et il y a un véritable appui de proximité de la part des organisations syndicales, y compris sur des aspects de benchmarking, y compris pour dire, mais attendez, on va vous donner aussi un peu de conseils et un peu d'appui professionnel sur ces questions-là. Alors, je cite alors que chez nous, c'est toujours, on privilégie les augmentations mais les deux ne sont pas incompatibles. Il y a un syndicat, je vous signale en France, qui va dans ce sens, c'est Sud. Sur l'appui juridique. Je n'avais pas prévu de parler de ce soir. Mais... je ne vais pas vous dire. C'est une de ses forces. Les héros improbables. C'est une de ses forces. C'est pas, je ne les prends pas parti, mais moi j'ai vu ça. Sur le plan juridique, l'assistance de Sud au personnel un par un à la SNCF, je parle sous le contrôle du maire du Ménil, à la SNCF, et c'est comme ça qu'ils ont fait de l'adhésion. C'est comme ça qu'ils ont fait de l'adhésion. C'est pas par leur discours révolutionnaire, c'est parce qu'ils étaient sur le terrain en service des... Non mais on avait un Suédois, je dirais, il y a 15 jours, c'était en présence de Laurent Berger, notre secrétaire général, et c'était intéressant parce qu'on était justement, finalement, sur ces questions, je dirais, du rôle aussi du syndicalisme. On parlait tout à l'heure de la diversité des parcours, ce que citait Jean-François Pierre. Oui, la qualité de la représentation, qui est aussi une qualité de la proximité par rapport à une demande et par rapport à des besoins exprimés par des salariés, c'est une autre chose. Et le syndicalisme a quand même aussi à se réinterroger, y compris pour son avenir, sur cette dimension-là. C'était le commentaire que je souhaitais faire. J'aimerais qu'on dise un mot des retraites. Gunnar Lund, je ne sais pas si vous êtes en mesure de nous faire un exposé comme ça à l'improviste sur le système des retraites, mais vous le connaissez quand même dans ses grandes bases. Il est très différent du nôtre, avec un mix entre répartition et capitalisation, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous le résumer pour qu'on puisse ensuite éventuellement avoir un petit débat là-dessus? Parce que je crois que c'est quand même l'actualité cette semaine en France. Vous avez tout système de retraite sont terriblement compliqués et pas un bon sujet. Et la vôtre particulièrement, j'ai l'impression. Pas à comprendre en tout cas pour l'extérieur. Mais ce qui est important dans notre système, c'est que, et c'est le point central de notre réforme, c'est qu'on a découvert, comme vous le découvrez ici, que notre système qui était basé sur un engagement de l'État de certaines prestations vis-à-vis des retraités ne pouvait pas remplir ces engagements si la croissance manquait dans l'économie. C'est simple. Alors, et on se trouvait de plus en plus avec des déficits dans le système, il fallait à tout prix changer ça. Il fallait trouver un autre système où le point de départ, c'est la cotisation.
et pas la prestation. C'est la prestation qui est définie à la lumière c'est un résultat dans l'équation, des cotisations. Hein. Mais c'est vrai ce que vous dites que c'est un système mixte de répartition et de capitalisation. Et ce qui, bon, c'est pas si important que ça. Mais la capitalisation est un peu gérée par l'État. Par défaut, c'est-à-dire si un salarié ne dit pas où il veut investir, oui, c'est l'État qui semble-t-il... Uniquement par défaut, c'est-à-dire on a le droit d'avoir une influence complète de choisir ses placements sur ses comptes. Oui. Mais ce qui est le point peut-être le plus important, c'est que on a mis dans le système, et ça c'est... Cela a exigé bien sûr un consensus politique parce que c'est explosif politiquement, c'est-à-dire on a un frein dans le système. Le moment où on découvre que la croissance est insuffisante pour permettre un certain niveau de cotisation, les cotisations sont, ou les prestations, les prestations plutôt sont baissées. Et alors, les gens protestent ou pas? Du jour au lendemain. Et on a eu une telle situation il y a 3 ans où justement automatiquement, et bien sûr il y avait des protestations, et il y avait aussi, c'était intéressant dans le débat politique, on a commencé à inventer des moyens pour compenser ces retraités d'une autre façon, et c'était même dans les discussions électorales, mais finalement, on a accepté, la population, les retraités eux-mêmes, l'ont accepté, et surtout le système politique, étant donné qu'on était arrivé à cette solution-là en consensus. Et il n'y avait aucun parti qui était en mesure de protester. Alors, il faut constater que cet aspect du système aujourd'hui est accepté. Et ça rend le système durable, soutenable à long terme. Et c'est le point essentiel. Jean-François Pillat, un commentaire ou une réflexion, ou peut-être un avant-goût de ce qui va se discuter dans les prochains jours? D'abord, ce qui me frappe dans le système suédois, là aussi, en comparaison avec le nôtre, avant de rentrer dans un débat peut-être un petit peu plus détaillé, c'est que précisément la Suède s'est dotée d'un système qui est lisible. La caractéristique du système français, c'est qu'il est totalement illisible. Il est totalement illisible d'abord par ceux qui en bénéficient. Demandez à des personnes qui sont dans cette salle à quel moment ils découvrent la façon dont ils seront traités au niveau de leur retraite. Hein. Malgré un certain nombre de progrès, c'est totalement illisible du point de vue des usagers, ou globalement illisible, un peu plus lisible dans la fonction publique. Hein. Et la deuxième caractéristique, c'est que quand on commence à regarder... moi, j'ai fait 2 descentes en eau profonde au cours de mes 4 années de négociateur. La première, c'est sur la réforme de la formation professionnelle en 2009-2010. Hein. J'en suis d'ailleurs toujours pas revenu. J'ai toujours pas compris comment ça marchait. Et la deuxième, c'est quand on m'a confié finalement la responsabilité de chef de file sur les retraites. Hein. C'est extrêmement compliqué d'avoir une appréciation objective, hein, de la santé des régimes de retraite, hein, en particulier dans le public, hein, puisque en fait, c'est consolidé dans les comptes publics. Hein, et il n'y a aucune lisibilité ou une très faible lisibilité. C'est déjà une énorme différence. J'en profite d'ailleurs pour dire que ça m'a étonné dans le débat qui commence, hein, et qui s'annonce sous des auspices un peu habituels de posture. Hein. Personne n'a encore mentionné le fait que dans la loi de 2010, hein, il était prévu qu'à partir de 2013, hein, seraient créées les conditions d'un débat sur une réforme systémique. Hein. Et ni les rapports du corps, ni le rapport de Yannick Moreau, ni les premières paroles de l'exécutif, hein, ne font mention de cela. Donc moi, je pense qu'on gagnerait déjà objectivement à accroître de façon sensible la lisibilité des systèmes de retraite, à la fois pour ceux qui en bénéficieront, et puis pour les citoyens qui sont partie prenante. Moi, franchement, j'ai pas compris votre réflexion que je soupçonne intéressante, mais j'ai pas compris. Vous voulez dire que on avait programmé quelque chose, la loi de 2010, et on l'a oublié? Oui. La loi de 2010, on va le faire finalement. La loi de 2010 avait dit, à partir de 2013, s'ouvrira
un débat sur ce qu'on appelle une réforme systémique alors, des elle retraites. s'ouvre pas, c'est ça que vous voulez Pour dire l'instant, c'est totalement absent des écrans radars. Moi, je constate Qu'est-ce qui est simplement absent? Le côté systémique? le côté systémique. Pour l'instant, on est en train de... Mais vous faites on pas est- les questions avant, enfin les réponses avant Non. que ça démarre? Moi, je constate simplement que ce manque de lisibilité pourrait être traité en partie par une approche systémique. Qu'est-ce que vous appelez systémique? Systémique, effectivement, Ça veut c'est... dire quoi? C'est de passer à des prestations, à des cotisations C'est définies. des débats. Est-ce qu'on est sur une approche par point? Est-ce qu'on est sur une approche par notionnel qui donne quand même beaucoup plus de lisibilité que les dispositifs que nous avons à l'heure Parce que le actuelle? président de la République, hier soir, sur une chaîne de télévision, Oui. a dit que les grandes réformes n'aboutissent jamais. Écoutez, moi je dirais, moi, j'ai écouté avec intérêt cette émission. Alors il y a probablement un juste équilibre à trouver entre les deux, mais entre les grandes réformes qui n'aboutissent jamais et les toutes petites réformes qui n'aboutissent jamais, il y a probablement, il y a probablement une voie à choisir. Moi, ce que je constate dans le domaine des retraites, et je me suis déjà exprimé sur ce sujet, c'est que ça devient d'ailleurs redoutable sur le plan. On parlait de confiance. Comment peut être confiant vis-à-vis des classes dirigeantes, que ce soit des classes dirigeantes patronales, l'exécutif ou syndical, si tous les 3 ans, on est obligé de se remettre autour de la table parce que finalement, on n'a pas traité le problème. Alors moi, je suis de ceux qui considèrent que les réformes, surtout dans les périodes actuelles, les réformes respectueuses de l'intérêt général du pays et de l'intérêt des citoyens sont des réformes qui sont des réformes en profondeur et qui évitent de recommencer ces psychodrames tous les 2 ou 3 ans. Et je trouve qu'on est collectivement inconséquent dans ce domaine. Pour le systémique ou... Alors, Après ça, vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre. On ne va pas se battre sur la sémantique, Non, mais non, quand on a utilisé effectivement ces mots-là, on nous a dit vous faites peur. Ouais. Vous étiez pour les points au minimum. On était sur une mise à plat, j'irais, en profondeur du système pour lui donner plus de lisibilité, pour qu'il y ait aussi moins d'inégalités. Donc c'est pour ça qu'on a aussi utilisé à une certaine période d'ailleurs ce terme qu'on n'utilise plus. Mais à la limite, même du côté du gouvernement, on disait arrêtez de l'utiliser, vous faites peur à tout le monde. Bien. Il y a quand même une question de fond sur ce dossier qui n'est pas la priorité des priorités pour la CFDT dans la conférence sociale. Qu'on le dise bien, la priorité c'est l'emploi. Même dans la liste qui nous a été présentée dans un bureau national confédéral, c'est notre Parlement, c'est là que se prennent les décisions. J'irai la question des retraites figure effectivement dans le bas de la page. Bien. Non, mais c'est important de le rappeler parce que cette question de l'emploi et cette question aussi du financement est une question, bien sûr, tout aussi importante. La question de la protection sociale et des grands flux de redistribution est tout aussi importante. Est-ce que c'est uniquement les retraites? Il y a aussi la question de la santé. Enfin, on est très vigilant là-dessus. Oui, j'allais dire sous la forme d'une boutade, mais est-ce que finalement on va penser le changement maintenant sur ces questions, ou est-ce qu'on va continuer finalement à changer le pansement comme on l'a fait depuis des années, quoi. Mais oui, parce que on dit la même chose. Ah oui, tout à fait. Et pour l'instant, j'ai plutôt le sentiment qu'on a. Pour l'instant, j'ai plutôt le sentiment effectivement qu'on a changé le pansement depuis des années. C'est pour ça que nous, on souhaite effectivement une mise à plat complète de ce système. L'album de la comtesse. Jean-François Pilliard voulait réagir. J'avais juste un mot avant qu'on termine, mais qui me paraît assez fondamental par rapport à la conférence sociale, ces enjeux et l'emploi. Je ne sais pas si on se retrouvera, mais moi je trouve que c'est irréaliste de vouloir parler de l'emploi en France sans précisément traiter avant ou pendant la question essentielle de la compétitivité. Aujourd'hui, je reprends ce que je disais tout à l'heure, il n'y aura pas d'amélioration de l'emploi en France tant que la question des marges et donc de l'investissement n'aura pas été résolue. Et si aujourd'hui les niveaux de marge sont au niveau que l'on connaît, c'est en partie parce que les prélèvements obligatoires sont extrêmement importants du fait des hauts niveaux de dépenses publiques, et c'est parce que la question du financement de la protection sociale n'a toujours pas été traitée. Et franchement, continuer à vouloir traiter de l'emploi en se posant la question de savoir combien de contrats de génération vont être signés ou combien de contrats d'avenir vont être contractés, ça me paraît extrêmement éloigné de la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et je pense, juste pour terminer en ce qui me concerne là-dessus, je pense que là où les partenaires sociaux pourraient faire preuve, j'allais dire, d'une maturité, c'est précisément en acceptant que la conférence sociale soit autre chose que le machin habituel dans lequel il y a encore 6 ou 7 thèmes
et qu'on se concentre finalement sur cette question de la compétitivité, sacrée divergence là, avant de commencer, et de l'emploi. Autrement, on va recommencer comme d'habitude. Bon. Moi, je voudrais vous dire que dans une minute, je vais vous passer la parole pour des questions, mais juste avant de finir entre nous, une petite question à Monsieur l'ambassadeur. On a beaucoup vanté vos réussites, et pourtant le mois dernier, votre pays ou la capitale, peut-être pas que la capitale, a été secouée par quelques agitations, quelques émeutes, et on se demande si finalement le modèle social suédois, il réussit surtout aux Suédois, moins à ces immigrés. Est-ce qu'il y a un problème d'intégration? Est-ce qu'il y a un lien entre nos sujets et les mouvements qui ont eu lieu le mois dernier, même s'ils sont peut-être moins durs que ce qu'on a connu ailleurs, hein, y compris en France, il n'y a pas si longtemps? Absolument, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit aussi au début, il y a un seul danger avec cette note, c'est-à-dire elle donne une image exagérément positive de mon pays, dans le sens que, et c'est tout vrai, ce qui est dit sur les réformes, sur certains aspects de notre culture politique qui nous aident à faire à penser les changements constamment de notre système. Et dans ce sens-là, il fonctionne bien et d'une façon très pragmatique et à notre avantage. Mais ça ne veut pas dire que c'est un pays sans problème. Pas du tout. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a certainement, c'est peut-être, je dirais, à mon avis, un problème majeur. Nous avons eu une immigration très substantielle au cours dans une période très limitée, c'est-à-dire 2-3 décennies. Aujourd'hui, 20% des Suédois sont soit nés, soit leurs parents sont nés à l'étranger. Alors ça, c'est un changement très rapide. Et à mon avis, je le dis franchement, nous avons échoué une politique d'intégration. C'est à peu près le même problème qu'on discute ici en France, mais encore rendu dans un sens plus problématique, étant donné la très grande homogénéité de la population suédoise il y a seulement 30-40 ans, avec très peu de tradition d'immigration. Alors ça, c'est un problème majeur. Je pense que notre système éducatif, on en parle un peu, on s'inquiète en France, on s'inquiète au moins autant en Suède. Vraiment, on a une détérioration des résultats, etc. Tandis que, par exemple, la Finlande, qui est juste à côté et qui ressemble beaucoup à la Suède, continue de faire, d'avoir des résultats. Ça, c'est vrai. Hein. Il faut noter ça, mais c'est pas la seule explication. Mais alors, ce sont des problèmes. Hein, comment ? Avec les mêmes méthodes, on vous fait confiance. Vous allez finir par trouver des solutions pour l'intégration de vos. Je l'espère, mais il y a de mauvais signes. Nous avons eu ces émeutes en Suède, comparables, pas aussi violentes peut-être, mais quand même comparables à ce qu'on a vu chez vous. C'est un signe tout à fait inquiétant. Et nous avons eu, pour la première fois dans les dernières élections en 2010, un parti d'extrême droite qui se trouve aujourd'hui dans notre Parlement et qui pourrait, et qui monte en plus, et qui pourrait avoir un résultat encore plus important dans les prochaines élections, et dans ce cas-là pourrait en fait commencer à jouer un rôle comme ces partis l'ont fait déjà au Danemark et en Norvège. Chez nous étions épargnés de toute cette expérience. Mais alors, il y a un tas et tout notre système de santé est constamment débattu et il y a beaucoup et aussi, bien sûr, nous avons rendu notre secteur public où les
les services publics plus efficaces en privatisant ou en introduisant des éléments d'intérêt privé, mais avec des résultats très, très mixtes, hein, c'est-à-dire des résultats impressionnants, mais aussi en même temps avec beaucoup de problèmes, et surtout avec où on voit maintenant des inégalités d'opportunités de services dans différentes parties du pays, ce qui est entièrement nouveau et qui ne plaisent pas aux gens en général. Mais finalement, vous nous montrez, en parlant aussi sincèrement aussi des difficultés que vous rencontrez, qu'il y a quand même une originalité suédoise, une façon de prendre les sujets. C'est assez frappant. Je voudrais qu'on reste sur cette conversation, sur ces thématiques et qu'on puisse répondre à toutes les questions que vous vous posez. Un micro est là. Monsieur Berry a déjà levé la main. Bonsoir. Bonjour. Michel Berry, vous m'entendez là? L'école de Paris. Est-ce qu'il n'y a pas une différence importante entre la Suède et la France en matière d'attente envers le politique? La France est un pays très politique, comme Tocqueville le disait déjà, et de tradition assez monarchique. Ce qui veut dire que lorsqu'en France, il y a un pouvoir établi, si les choses ne marchent pas, on va voter pour l'opposition et l'opposition va résoudre le problème. Et d'ailleurs, aux élections, l'opposition dit qu'elle va résoudre le problème. L'opposition arrive au pouvoir, elle a 5 ans dans le système actuel pour résoudre les problèmes. Et encore, 5 ans, c'est généreux, parce que souvent, les électeurs sont encore plus impatients. Donc, les 10 ans de négociation sont hors de portée dans le système français qui marche avec des alternances possibles. Donc, le ministre arrive, le gouvernement arrive au pouvoir. Que peut faire un ministre dans un délai court? Faire une loi. Bien sûr, c'est plus simple que d'attendre que les négociations avancent. Il fait une loi. Alors, est-ce que la loi est applicable? On ne sait pas. Mais au moins, il peut expliquer aux électeurs qu'il a fait une loi. Donc, la loi est un moyen de communication pour les ministres. D'où la stratification des lois et le manque de marge de manœuvre qui est laissé aux parties prenantes. Il me semble que la fascination pour le politique qu'on a en France pèse très lourd et je crois qu'elle est moins grande en Suède et que paradoxalement, si la Suède a un système, a une monarchie, elle est beaucoup moins de tradition monarchique que la France. Est-ce que l'ambassadeur, qui est forcément un observateur de la vie française, voit des grandes différences entre la France et la Suède en matière d'attente envers le politique? Gunnar Lund. Oui, nous sommes, c'est vrai, moins monarchique que nous. Une vraie monarchie, c'est-à-dire avec un roi, mais une monarchie depuis très longtemps entièrement constitutionnelle et sans aucun pouvoir pour... Vous avez un roi normal, pour le chat. Ah ça, là, je ne veux pas me prononcer. Hein, mais la grande différence entre les systèmes politiques français et suédois, à mon avis, c'est votre constitution de votre 5e République, avec le pouvoir présidentiel, monarchique si vous voulez, mais c'est-à-dire avec le pouvoir, un tel pouvoir entre les mains du président, et qui fait que ce qu'on voit maintenant, qu'il n'y a pas vraiment, j'ose dire, pas de vrai ou pas d'opposition bien organisée et unifiée et avec un message qui rend possible un dialogue entre un gouvernement au pouvoir et une opposition qui oppose, comme on le fait traditionnellement en Angleterre et dans les systèmes parlementaires en général. Et ça, là, il y a une différence importante, je pense, et qui probablement aussi conditionne un peu l'attente des gens vis-à-vis du politique. Où ici, on a... c'est-à-dire, on est plus réaliste chez nous parce qu'on voit se dérouler ce dialogue et cet affrontement entre gouvernement et opposition constamment. Bon, l'opposition existe ici, mais toujours, c'est ce que j'observe, pratiquement toujours fragilisé, parce que vous avez le système présidentiel. Alors, ce qui compte, c'est le pouvoir présidentiel. Le moment où on vient de perdre une élection comme l'année passée,
la lutte commence, le combat immédiatement commence pour qui va être président la prochaine fois, et on n'a pas si on n'a pas de chef déjà défini, l'opposition devient très, très faible et fragilisée. Et ça aux dépenses d'une démocratie vivante, à mon avis. Monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Gilbert Ribes. Monsieur Gallois, vous avez employé le terme, par ailleurs peut-être pas ce soir, de choc de confiance, de la nécessité impérative d'un choc de confiance qui vous paraît, j'allais dire, une priorité en somme, et je crois que c'est ce qui ressort de ce soir. C'est-à-dire, choc de confiance, ça veut dire, me semble-t-il, réconcilier les Français en général et les forces syndicales en particulier à l'entreprise, c'est-à-dire au rôle, aux responsabilités, à la place de l'entreprise. Pour faire cette réconciliation et ce choc de confiance, si vous aviez une seule action à conseiller, à recommander, à proposer, quelle serait-elle ? J'ai tendance à penser que l'expression choc de confiance n'est pas adéquate, parce que ça supposerait qu'il suffirait de claquer dans ses doigts et de faire la bonne réforme pour créer la confiance. Je ne crois pas. Je pense que la confiance se gagne dans la persévérance. Et je reviens à la question de M. Berry. Je prends l'Allemagne, excusez-moi, Monsieur l'ambassadeur, pour une fois. En Allemagne, l'agenda 2010 de Schröder, mis en œuvre pendant 10 ans par 3 majorités politiques différentes. Ça, c'est de la persévérance. Vous imaginez en France quelque chose comme ça? C'est ça notre problème. Ça, c'est bon. Et donc, la confiance, c'est premièrement la persévérance, parce que c'est ça qui fait que les gens comprennent que vous avez une ligne, que vous la suivez, que vous vous y tenez, et ils peuvent se positionner par rapport à cette ligne. Et deuxièmement, ce qui me paraît clair également, c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Je pense que c'est très important. Et je suis toujours frappé par les discours politiques qui sont, en France, des discours qui suscitent, qui ont beaucoup de difficultés à susciter l'adhésion des publics. Parce que les gens, bon, ils se demandent, est-ce qu'il me dit vraiment ce qu'il pense? Et est-ce qu'il va faire ce qu'il dit? Et je pense qu'il faut que nous soyons modestes dans les objectifs que nous nous fixons, extrêmement persévérants dans leur réalisation, et que nous nous attachions à dire ce que l'on fait et à faire ce que l'on dit. Ça me paraît. Et c'est comme ça qu'on créera progressivement de la confiance. La confiance, il va falloir du temps pour la reconstruire. En plus, elle n'est pas innée dans les gènes françaises. Les gènes françaises sont celles de l'individualisme, on le sait bien, et l'individualisme porte peu à la confiance des autres. C'est pas comme une société, comme la société suédoise, que je ne connais pas suffisamment, mais enfin je connais mieux la société allemande, où là aussi, peut-être que le protestantisme a développé des bases culturelles différentes de celles du catholicisme. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de... travailler là-dessus. On aura compris que Louis Gallois est pour un choc de compétitivité, mais ne croit pas au choc de confiance. Non, c'est-à-dire que la confiance, c'est décisif. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait en claquant des doigts, ni en faisant un discours à la télé. Et la compétitivité plus? La compétitivité, j'avais dit, il faut un choc pour montrer qu'on prend ça au sérieux. Et après, c'est devenu un pacte. Il faut 10 ans. Après, il faut 10 ans. Mais il faut un choc pour dire on prend ça au sérieux. La preuve, c'est qu'on y met 20, 30, 40, 50 milliards. Alors là, je vais me battre avec M. Pillard qui en voulait 100. Qui en voulait plus. Qui en voulait 100 et qui en veut toujours 100. À 80, à 80, l'affaire est faite. Bon, et je pense qu'il fallait démontrer qu'on était sérieux. Il faut démontrer qu'on est sérieux dans cette affaire-là. Une autre question, tiens. Devant nous, monsieur... Enfin, j'ai dit 10 ans pour reprendre le parallèle avec l'Allemagne. Je crois que c'est... L'agenda 2000... C'est une idée. Non.
Oui, bonjour, merci pour ces Bonsoir. débats. Pascal Thévenet. Vous parliez tout à l'heure de confiance, mais finalement, est-ce que la confiance aussi ne se nourrit pas d'une certaine forme de transparence? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable en France de tout mettre sur la table, avantages, inconvénients de chaque régime? Quand on voit les débats actuellement sur les retraites, on voit que vous avez les tenants du privé qui campent de leur côté, ceux du public qui campent du leur, donc on met en avant les 6 mois sur lesquels sont calculés évidemment la pension de remplacement du salaire. D'un autre côté, côté public, on oublie quand même la problématique des femmes, c'est-à-dire côté privé, vous avez une majoration de 2 ans par enfant à charge de cotisation. Côté public, ce n'est qu'1 an. Ce qui fait que sur la famille standard, avec 2 enfants, vous rajoutez le fait que les temps partiels ne sont pas compensés côté public. Une femme qui est à 80% pendant 4 ans doit cotiser 1 an de plus, pratiquement, pour obtenir ses droits à temps plein. Ce qui fait que d'un côté, vous avez 3 ans. Sur le fond, Donc, sur l'esprit, il surtout. faut tout mettre sur la table. Ouais. Et Donc sans, la transparence, voilà, la transparence, ça me condition semble une nécessité. de la confiance, dites-vous. Mais est-ce que cette transparence, on a bien envie de la mettre sur la table, côté patronat, côté syndicat, et puis aussi, ce qu'évoquait un autre intervenant, côté gouvernement? C'est pas si évident. Et puis pour M. Gallois, je voulais poser une autre question. Attendez, vous voulez pas qu'on réponde à celle-ci d'abord? Oui. Alors, qui veut répondre? Moi, je pense que puisque le thème de ce soir était le dialogue social, ce qui vaut pour les retraites vaut pour d'autres thèmes. Moi, ça m'a beaucoup frappé, alors là, à travers des pratiques d'entreprise. C'est sûr qu'au-delà des grands débats théoriques, ce qui fait d'un dialogue social qu'il est efficace ou pas efficace, et ça rejoint la notion de confiance, c'est le respect qu'on porte à ses interlocuteurs. Et la meilleure façon de montrer qu'on a du respect pour ses interlocuteurs, c'est de donner à chacune des parties engagées dans la négociation des éléments d'appréciation équivalents. Or, beaucoup trop souvent, et c'est en partie vrai sur les retraites, le débat, j'allais dire, s'instaure dans de fort mauvaises conditions parce que tout le monde ne dispose pas des mêmes éléments. Je dois quand même noter, sur le cas spécifique des retraites, que les travaux qui ont été menés par le Conseil d'orientation des retraites, d'une part, et le rapport Moreau, même s'il est insuffisant, ont apporté quelques éléments de clarification. Mais incontestablement, un vrai dialogue social, c'est un dialogue social respectueux, et on ne peut pas être respectueux si une partie de la table a des informations que l'autre ne détient pas. Et je pense quand même que les organisations syndicales et les organisations patronales, en particulier dans l'entreprise, parce que là c'est beaucoup plus concret, font évoluer les choses, me semble-t-il, dans un sens intéressant. Mais d'où ce que je disais tout à l'heure sur la lisibilité. On commence à s'empailler avant même d'être sûr qu'on a la même compréhension du sujet dont on parle. Alors, j'aurais voulu poser une autre question à M. Gallois. J'ai cru lire que vous aviez regretté, M. Gallois, de ne pas avoir abordé dans votre rapport la problématique du coût de l'immobilier et du foncier. Et là, quand on parle de modèle européen, il me semble qu'il y a quand même une grande différence avec l'Allemagne, c'est que le coût du logement ou le coût de l'immobilier d'entreprise est 2 fois à 3 fois moins élevé en Allemagne qu'en France. Et du côté de l'acceptation d'une réforme un peu difficile pour les retraites, savoir que l'on peut se payer sa résidence principale pour sa retraite à un tarif relativement raisonnable, il me semble que ça facilite assez bien l'acceptation de mesures désagréables. Et je crois que pour parler de la Suède, j'ai cru lire que vous aviez des inquiétudes actuellement sur la création d'une bulle immobilière actuellement. Et c'est peut-être là un véritable problème. Malheureusement, il me semblerait qu'il y a un tabou là-dessus en Europe, et ce tabou touche surtout les pays du Sud. Alors, qui veut un mot avant que M. l'ambassadeur parle évidemment de la Suède. Le coût de l'immobilier, le coût d'achat d'un logement en Allemagne est à peu près 60% moins élevé qu'en France. C'est-à-dire que dans le revenu des ménages, le logement compte pour 25% en France, pour à peu près 15% en Allemagne. Ce qui est un changement absolument fondamental de situation. Et c'est pour moi un de mes regrets de ne pas l'avoir mis dans le rapport, parce que je pense que c'est un élément de compétitivité très important. Mais les Allemands actuellement sont en train de craindre la montée du prix du logement et de la création
et d'aller vers une situation qui serait moins favorable. Actuellement, il y a une pression à la hausse, parce que le pays a beaucoup d'épargne, et évidemment, ça fait monter le prix du logement. Monsieur l'ambassadeur, un commentaire là-dessus? Pas spécialement. On va prendre une toute dernière question, puisque le temps passe à vitesse folle. Toute dernière question, madame. Nadège Bouquin, à NRT Futuris. Je serais très intéressée d'avoir quelques précisions de la part de M. Lund sur ce qui s'est passé concrètement pendant les 15 années de préparation de la réforme sur les retraites en Suède. C'est-à-dire, j'avais relevé ça dans le rapport, dans la note, et ça m'avait paru en effet intéressant, puisque de notre côté, comme du vôtre, on réfléchit depuis longtemps et on travaille beaucoup. Oui, 30 ans, voilà, d'autant plus, encore plus long. Mais de notre côté, on voit bien qu'on est entre... Voilà, on a fait ni la grande réforme systémique dont il ne faut surtout pas parler, et puis on a empilé peut-être des petites qui sont chacune comme la goutte d'eau qui vient nourrir la stalagmite. Bon, et puis c'est des lois de communication, et puis on en est toujours au même point. Et du vôtre, on nous dit, voilà, on a pris le temps, mais on a fait quelque chose de bien. Donc on a une image, et c'est pas tellement détaillé dans la note, d'un processus où un jour quelqu'un a dit, on va faire une bonne réforme des retraites, mais ça est compliqué, donc on va se dire que dans 15 ans on aura terminé, donc pendant 5 ans on va tous débattre, et puis pendant 5 ans... Donc voilà, j'aimerais savoir exactement comment ça se gère ces 15 années-là. Chez nous, Michel Berry a parlé des 5 ans, en plus 5 ans, et puis avec des allées et venues qui n'aboutissent pas très loin. Voilà, alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez 1 minute pour expliquer 15 ans. C'est le mode de travail traditionnel de l'après-guerre, ou même dans les années 30 aussi, de notre système politique et parlementaire, c'est-à-dire une tradition où si on voit à l'horizon une question qui apparemment est très importante, qui va profondément affecter la société ou le système économique, on nomme normalement une commission. Et commission souvent où participent normalement des parlementaires, déjà dans la commission d'enquête, c'est-à-dire on dispose de beaucoup d'expertise, on travaille d'une façon très systématique, on fait des voyages à l'étranger pour étudier d'autres systèmes, on discute avec les experts, on fait des études particulières, parfois des volumes. C'est très méticuleux et approfondi dans ce sens-là. Ça, c'est la méthode traditionnelle, avec la plus grande rapidité de notre vie politique aussi. On abandonne, à mon avis, malheureusement, de plus en plus cette méthode. Mais elle a été appliquée justement dans ce travail sur les retraites, aussi sur notre grande réforme de la fiscalité. On a fait une réforme très importante fin des années 80 et où on a pu aussi mobiliser quelques partis pour faire une solution pas complètement consensuelle, mais aussi grâce à un travail très, très acharné pendant des années, où tout le monde peut regarder les solutions assez évidentes qu'on peut dégager de ce travail fait et de ces études. Et cette méthode a tendance à créer le consensus nécessaire. Après, il faut trouver le moment opportun pour le faire, étant donné les constellations politiques, etc. C'est très compliqué chez nous aussi, hein. Avec, par exemple, la fiscalité, on a presque échoué cette réforme, justement parce qu'on n'a pas trouvé les partis qui étaient prêts à faire un grand compromis. Alors, c'est pas du tout sans complication, mais c'est à peu près notre méthode pour gérer les grandes réformes de ce genre. Oui. Louis Gallois, pour conclure cette juste un soirée. mot sur cette affaire des retraites. Il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait. D'abord parce que je pense que la mise à plat par le Conseil d'orientation des retraites et par les travaux qui ont suivi a été remarquable, et le diagnostic a été partagé entre les organisations syndicales et les organisations patronales au sein du corps. Donc le diagnostic, il est à plat.
Les gens savent ce qu'il en est. Sur les solutions, c'est autre chose. Deuxièmement, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Si on n'avait pas fait les réformes de 2003 et 2010, ça ne serait pas 20 milliards, ça serait 50 qu'on aurait réglé. Donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Absolument. On a fait des choses. C'est peut-être par étapes, c'est peut-être moins glorieux que des réformes systémiques qui feraient plaisir aux journalistes, qui permettraient aussi... C'est pas moi qui en ai parlé, monsieur Gallois. Toujours la faute des journalistes. Mais bien sûr. Adressez-vous à votre voisin. Les réformes systémiques, oui, c'est monsieur Billard qui en a parlé. Les réformes systémiques, si c'est pour faire 1995, je ne suis pas absolument sûr que ça soit un succès. Mais je voudrais dire une remarque plus générale. Notre système social, c'est une bicyclette. Pour qu'il tienne, il faut une certaine vitesse. Ça s'appelle la croissance. Avec une croissance zéro, c'est tous nos systèmes sociaux qui sont en panne. Et je pense que la question de fond, bien sûr, il faut faire des réformes et il faut certainement trouver des solutions stables. Mais une économie comme l'économie française et un modèle social comme le modèle social français ne peut pas fonctionner à croissance nulle. C'est clair. Et notre problème, le problème majeur de la France, et je vais dire de l'Europe, puisque c'est l'Europe qui est en panne, c'est la seule région du monde à croissance nulle. Il faut quand même avoir cela aussi à l'esprit. Notre problème majeur, c'est la croissance. Et c'est l'absence de croissance en Europe. Dernier mot, vous vouliez ajouter? Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'ait rien fait. Et si on devait chiffrer effectivement le coût du statu quo ou le coût du ne rien faire, ce serait quand même intéressant. Et sur la question de la transparence, c'est pas qu'une question de lisibilité, parce que les chiffres, on les a, on a parlé du corps, donc les partenaires sociaux disposent de toutes les informations chiffrées. Ce qui me semble important aussi dans ce pays pour la suite, c'est que finalement, le retraité de demain, qui est un actif aujourd'hui, il est également tous les éléments de cette transparence. Et là, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, il reste encore beaucoup à faire, mais là, c'est autant d'ailleurs le vice-président de l'AGIRC qui parle, mais on a fait déjà beaucoup de choses dans ce domaine-là. Il faut qu'on aille encore plus loin, c'est-à-dire mettre aussi le citoyen en capacité d'être responsable aussi de ses choix et de ses actes, y compris au moment du départ. Merci beaucoup Jean-Paul Boucher, merci beaucoup Monsieur Loun, Monsieur l'ambassadeur, Louis Gallois, Jean-François Pivard. Merci à vous tous d'avoir écouté ce passionnant débat. Thierry Veil, le délégué général de la Fabrique, me signale qu'il y a un pot. À quel endroit, Thierry ? Au bout du couloir. À tout de suite. Merci à vous tous. Je voudrais quand même remercier Et oui. Ceux qui ont fait ce rapport. Je trouve que c'est un très bon travail. Et en particulier, Émilie Bourdu. Voilà.